Salut Twitch, j'espère que ça va bien en ce dimanche, hein, on enregistre un dimanche parce que c'est les vacances, j'ai pas pu trop mercredi, donc parce que j'ai des trucs à préparer ici et là, donc on est vendredi 27 octobre, et on est parti pour l'hebdo jeu de société, où il n'y a pas eu d'hebdo la semaine dernière comme d'habitude, mais en tout cas pour parler un peu d'actu du jeu de société. Salut aussi YouTube si vous regardez en replay, salut aussi les podcasts. Si vous écoutez là aussi en replay aussi vite que possible. Merci pour les derniers follow sur la chaîne YouTube et sur Twitch également. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Donc, programme actu jeu de société, très légère. J'en ai pas fait la semaine dernière parce que je crois que j'avais rien. Ce qui n'est pas très grave, hein. Là il y en a, ça va être quand même relativement léger. Ensuite on parlera des parties de la semaine qui sera sûrement le gros segment de l'émission, puisque j'ai pas mal joué en 2 semaines. Après on fera le hors-jeu. Salut la toile des jeux. La toile, ouais, j'hésitais entre la toile et les toiles, c'est la toile. J'espère que tu vas bien. Et on finira par une petite partie de non merci, no thanks, soit sur BGA s'il y a du monde, soit sur TTS contre des bots, pour vous montrer ça, en préférence un peu à Empire's End qui sort cette semaine. J'ai déjà parlé d'Empire's End. Voilà. Je pense qu'on peut partir. Eh ben écoute, bienvenue à toi, j'espère que... Installe-toi bien. Salut Raoul, installe-toi et puis prends place. Et j'espère que ça te plaira. Et si jamais tu rates les diffusions live, c'est aussi sur YouTube. Le lien est dans la bio là sur Twitch. Et sur YouTube, il y a aussi le lien qui est pour Twitch dans la description. Allez, on est parti pour les actus. Donc je rappelle évidemment comme d'habitude, l'hebdo il est dispo aussi en version podcast sur le flux de Playtime que vous pouvez trouver sur vos applis de podcast, où je mets à chaque fois les hebdos et les découvertes ludiques, donc plutôt les opinions, les côtés plus critiques. Et j'essaye de les mettre aussitôt que possible. Merci à personne qui écoute en podcast, si ça vous convient, c'est cool. Sauf que je mets juste pas la version, la petite partie, parce que c'est rarement passionnant à écouter. Pour le coup, on est vraiment plus sur du visuel. Donc voilà, quand on parle de podcast, passons à la première actu. Il y a un nouveau podcast sur le monde du jeu de société. Moi, je suis au courant de ça depuis quelques mois maintenant quand même. Et merci pour le follow, la toile des jeux. Je suis au courant parce qu'il y a notamment Paul Gara qui participe, celle qui m'en avait informé. Il y a aussi Zephyriel, mais il m'en avait pas parlé. Ce qui est ok, hein. Je dis ça comme si... salut Mister Anzai. Il n'avait pas m'en parler, hein, je veux dire. Et donc c'est Mathias qui a lancé ça, Mathias Guillot, de son prénom, qui donc a fait partie de Matago, fut un temps, il a travaillé dans l'édition littéraire. Il a lancé Spiral, et il a aussi participé en tant que chroniqueur à la radio des jeux. Donc son dernier fait d'armes, entre guillemets, c'est d'avoir lancé Spiral Édition, pas tout seul, hein, avec des partenaires, qui ont donc édité District Noir, très bon jeu. Comme d'habitude avec Spiral, j'attends une réponse sur pourquoi ils continuent à collaborer avec Pandasaurus Games, ou si ce sont des infos que j'ai pas par rapport à l'article qui était sorti sur Dicebreaker sur les conditions de travail et le bien-être des employés chez Pandasaurus. Mais bon, je pense que je n'aurai jamais la réponse, et que l'économie prime avant tout. Et donc, Mathias, qui a annoncé un nouveau podcast qui est Analysis Paralysis. C'est possible la toile des jeux sur téléphone, alors regarde quand même avant, hein, parce que moi je fais ça sur le PC, mais oui c'est possible, sache-le. Enfin, ça dépend de la connexion, ça dépend de pas mal de choses, mais c'est faisable. Donc faut juste se renseigner un peu avant, faire des tests et tout. Et donc dans Analysis Paralysis, le format est intéressant, donc c'est un logo par Maud Chalmel, que je trouve sympa, mais sans plus. Je trouve que Maud Chalmel, bon alors je sais pas si elle a été rémunérée, j'espère, mais sinon je trouve qu'elle est très forte dans les trucs un peu abstraits comme ça. Enfin là c'est pas abstrait, hein, je dis des conneries, mais dans les illustrations genre Shaman, je trouve ça trop bien. Et là bon, ok, on voit le dé avec bon. Reste que j'ai fait des petits retours surtout sur la forme. Donc Analysis Paralysis, c'est un podcast qui va pas sortir de manière très régulière, hein, parce que c'est un podcast de 2 heures quand même, et que ça demande des réunions et de la préparation et tout. Donc ils ont dit peut-être trimestriel, mais bon écoute, je le laisserai s'exprimer là-dessus, hein. Je pense que oui, il y avait des divergences sur certaines choses au niveau de l'organisation et tout. Je sais pas, voilà, c'est pas à moi d'en parler, mais en tout cas, voilà. Elle a effectivement quitté Proxy Jeux pour différentes raisons, c'est ce qu'elle tient en général. Si un jour elle veut s'exprimer là-dessus, elle est bien sûr libre de le faire, sans aucun souci. En tout cas, ouais, elle se sentait plus de faire partie de Proxy Jeux, et du coup,
elle a retrouvé un peu un côté plus indépendant, où notamment son blog perso, hein, que je dis souvent, parce que c'est toujours une amie, hein, évidemment. En fait, non, non, ça n'a pas été évoqué spécialement parce que c'est de la cuisine interne, mais disons qu'en tout cas, en étant en solo sur le blog et sur son podcast, eh ben, elle a plus de. Enfin, elle a moins géré de tout ce qui est organisationnel, ce qui est un truc chiant dans une entité. Il y a plein d'aspects positifs, mais il y a aussi le fait de devoir gérer plein de questions organisationnelles, plein de questions humaines, alors que quand tu es tout seul, je le sais parce que du coup, moi, je fais les deux, je fais proxy jeu à plusieurs et puis Twitch et YouTube tout seul. Bah, c'est cool de ne pas avoir de pression. On n'a pas de pression chez proxy jeu en vrai, hein. Mais on se la met tout seul. Et voilà. Donc là, c'est cool de pouvoir être un peu seul. Et du coup, eh oui, l'enfer c'est les autres, exactement. C'est pour ça que c'est bien les jeux solo. Vous devriez regarder Proxy Jeux, on va faire un dossier sur les jeux solo dans pas longtemps. Où on dit précisément l'enfer c'est les autres. Et que c'est pour ça que parfois jouer en solo c'est bien. Donc, et du coup, effectivement, elle participe aussi à un podcast. Pour l'anecdote, se pose aussi cette question-là de chez Proxy Jeux, on est un peu très éloigné du monde professionnel, par volonté, on refuse les jeux et tout. Et là, dans Analysis Paralysis, il y a Gauthier qui est parti chez Yellow, il y a Zephyriel qui fait partie de Proxy Jeux, il y a Penelope Gaming qui est juré de l'Asdor, c'est animé par Mathias Guillot qui est éditeur. Faut savoir que, alors je parle pour moi, personnellement, pas pour Proxy Jeux. Moi, ouais, enfin, il n'y avait pas de souci à faire ça à côté de Proxy Jeux, pour Paul Gara. Zephyriel fait 63,88 avec Théo, et il le faisait avant qu'il rejoigne l'équipe, et on ne l'a pas refusé parce que, ah non, ou bien t'arrêtes 63,88. Donc, de mon côté, en tout cas, il n'y aurait pas eu de souci du tout sur le fait de faire ça à côté. Même si, c'est toujours des questions qui se posent, hein, mais bon, voilà. Et ouais, Penelope Gaming, elle est sur un monde de jeux aussi, et puis, ouais, à la limite, ça c'est un média ludique qui est sponsor par des éditeurs et tout, mais c'est vraiment plus en tant que position de jury de l'Asdor que ça peut poser question. Enfin, que ça aurait pu poser question. Gauthier, donc, qui était chez Philibert, que je connais bien parce que je l'ai vu plein de fois. Donc voilà. Mais alors, faudrait pas que ça tourne dans un entre-soi de moins en moins intéressant, ok. Je peux comprendre. Le truc, c'est donc que c'est un podcast au format intéressant. Alors, clairement, moi, quand on m'en a parlé, j'ai dit « Ah mais oui, c'est Mathias, mais il s'est inspiré de Studio 404 et de 4 Latéral. » Donc Studio 404 qui était un podcast consacré au numérique, animé par Lamua, et qui avait chaque personne qui faisait une chronique assez courte, suivie d'un débat sur le monde donc, centré sur le monde numérique. 4 Latéral a un peu repris cette idée avec le jeu vidéo. Et ces deux podcasts étaient déjà une inspiration assumée et verbalisée pour les dossiers chez Proxy Jeux, où on fait des chroniques, on débat entre les chroniques, sauf que la différence, c'est que chez Proxy Jeux, on a un thème donné par dossier, et donc on a ce qui est encore plus de niche quelque part, puisque on va avoir différentes approches autour d'un même thème. Et donc Analysis Paralysis s'inscrit dans cette démarche-là, qui est plutôt, moi je trouve, une bonne chose, c'est que plutôt que de faire de la review, ce qui en plus est clairement, je pense, quelque chose que Gauthier, s'il est chez Hello maintenant, Mathias qui est chez Spiral, Pénélope qui est chez Asdor, c'est pas la meilleure idée de faire des reviews entre autant de monde professionnel. Mais donc, il y a ce choix plutôt de traiter d'un sujet de fond et de avoir pour chaque personne, donc il y a Mathias qui est l'animateur et le rédac chef un peu je pense, et donc chaque personne va proposer une chronique consacrée aux jeux de société de manière assez large, et ensuite il y a un petit débat entre chacun. Moi c'est quelque chose que j'aime plutôt parce que du coup ça aborde plutôt des sujets de fond qui peuvent être à la fois sur le monde du jeu de société, à la fois sur les jeux en eux-mêmes. Je trouve ça plutôt... c'est à la mode, ouais, c'est à la mode depuis à peu près 15 ans, hein, la toile des jeux. Moi, pour traîner dans le monde du podcast depuis 2015 et pour avoir discuté avec beaucoup de monde, c'est toujours à la mode à un moment ou à un autre. Alors effectivement, depuis 2017, c'est plus à la mode, mais tous les influenceurs et tout s'y mettent, mais en vrai, c'est à la mode depuis à peu près 15 ans. Hein, mais donc, Arte, par exemple, fait des podcasts depuis 2005. Ouais, sur les reviews jeux, Proxy Jeux, c'est 2011. Hein. Voilà. Playtime que je faisais, c'est 2015 aussi. Donc effectivement, c'est un format... Moi, je me cache pas, hein, en fait, c'est facile. Moi, j'aime pas travailler trop. Donc l'écrit, c'est long et tout. Alors mes vidéos, elles sont écrites et tout quand je fais les critiques.
Le podcast, juste, c'est facile. Faut avoir un peu de matos et tout, mais c'est facile. T'es là, tu prends ton micro, tu blablates et tout. Alors, bien sûr, ça dépend de à quel point on a la parole facile. Moi, je l'ai assez facile, vous le savez. Mais ouais, donc c'est plutôt un format que moi j'aime bien et qui est assez facilitateur pour partager des choses. Là où bah, la vidéo, c'est encore autre chose et tout. Bref. Et donc dans ce premier épisode, il y a donc 2 heures d'émission et il y a notamment, alors là c'est chapitré, donc les chroniques c'est, ouais souvent le podcast, d'un point de vue, en tout cas ceux qui essayent d'en tirer de l'argent en fait ça rapporte pas grand chose, hein, on va pas se mentir, sauf très très grande exception, mais c'est plus un truc de marque, en gros c'est tu fais ton podcast... Éléphant Bleu va faire son podcast parce que c'est une manière de communiquer. Donc, déjà, un truc cool, c'est que c'est paritaire. Au niveau des intervenants-intervenantes, hein, Mathias est catégorisé comme homme, mais au niveau des chroniqueurs et chroniqueuses, c'est paritaire. Ça, c'est quelque chose d'assez rare. C'est quelque chose que chez Proxy Jeux, on est loin d'avoir et qu'on regrette évidemment. Alors, c'est que des personnes blanches pour le coup, mais bon. C'est quand même déjà une très bonne chose, je trouve. C'est suffisamment rare pour que ce soit déjà un point positif. Et donc, les chroniques, il y a Pénélope qui parle de FOMO, donc le Fear of Missing Out. Paul Gara parle des jeux à deux, et spécifiquement des jeux à deux d'affrontement avec des cartes. Gauthier parle des dés, et Zéphiriel parle des statistiques. Et notamment de Board Game Stats, que moi j'utilise aussi. Et donc, entre chaque truc, il y a un petit interlude ou quoi. Ouais, je trouve ça plutôt cool. Alors, c'est très écrit, hein. De toute façon, un dossier, une chronique, c'est relativement écrit. Alors, chacun la prépare un peu comme on veut, hein. Ça peut être des bullet points, ça peut être totalement écrit. Chez Proxy Jeux, par exemple, moi, pour mes dossiers, en général, j'écris à peu près tout. Mais ce qui fait que, comme c'est très écrit et très lu, parce que l'important après, c'est d'oraliser, la difficulté, c'est de réussir à rendre ça audible, et pas... trop d'infos. Moi j'avoue que sur les chroniques en elles-mêmes, j'ai trouvé que parfois j'avais du mal à assimiler parce qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de choses assez intéressantes, mais que du coup, c'était pas forcément... Mais du coup, le débrief après, avec les autres personnes, permet de revenir sur les points abordés dans la chronique et donc d'assimiler ça dans un second temps. Donc finalement ça passe. Et c'est... Ouais. Après, voilà. C'est tous et toutes des gens qui ont l'habitude de parler, et de s'exprimer. Hein. Gauthier, c'est le seul qui n'est pas vraiment dans le monde des médias ludiques, mais je le connais par ailleurs à côté. Enfin, de visu, c'est pas un ami ou quoi, mais c'est quelqu'un que j'ai fréquenté quand il était chez Philibert. Parce qu'il était très dans l'animation et tout, et c'est quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral aussi. Zéphiriel, pareil, Paul Gara, pareil, et Pénélope, idem, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et Mathias aussi. Donc voilà, c'est plutôt fluide de ce point de vue-là. Donc voilà, en termes de contenu, moi je trouve que l'idée est très cool. Je trouve que le rythme est assez bon, c'est un truc qui me parle. Juste, moi, les petits bémols que j'ai, c'est plus sur la forme où il y a un bed sonore. Ouais, c'est une bonne équipe, hein, de toute façon, les gens sont plutôt cool, et plutôt pertinents. Et ouais, il y a un tapis sonore permanent, qui est pas forcément adapté, qui est peut-être un peu fort. C'est tout un art, hein. Fastkill chez Geekzone sait le faire très bien parce que il n'y a pas beaucoup de meilleurs podcasts que Fastkill en termes de gestion du son. Là, j'avoue que moi ça m'a un peu gêné, alors parce qu'en plus c'est vraiment un truc random, un peu lofi, et où du coup, je sais pas, ouais, ça apporte pas grand chose en fait. Et bon, ce qui est étonnant parce que je trouve que Zéphiriel le fait bien dans le défaussé en général, je trouve ça plus pertinent, donc c'est peut-être sur cet épisode que ça marchait pas, je sais pas, ou que c'était quelques décibels trop haut, je sais pas, en tout cas ça m'a un petit peu agacé sur le long terme. Sinon le son ça va, je vais trouver ça un peu sourd au début mais ça passe. Et juste un truc, c'est comme le dit la toile des jeux aujourd'hui, les podcasts c'est la mode, donc c'est un truc qu'on a l'habitude. Ça suffit pas comme billet les amis, hein. Désolé. Alors c'est chapitré sur Ocha, mais dans votre description, alors là, les hâtes, machin truc, bon, y a moyen de mettre des liens. En plus, j'utilise Ocha pour certains de mes podcasts, c'est hyper facile de faire des liens. Ça manque de liens, ça manque d'un chapitrage, d'un sommaire avec
à 0,0, introduction, à 3 minutes 12, Paul Gara, les jeux à 2 d'affrontement. C'est un truc de base pour les podcasts. Si Mathias passe dans le coin ou s'il voit ça, je lui ai déjà répondu sur Twitter de ce point de vue-là. Franchement, ça c'est. Aujourd'hui, c'est pas possible. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être être intéressés que par la chronique de Zephyriel sur les stats, faut pouvoir y sauter quoi. Alors là, on peut, mais. Alors peut-être qu'ils l'ont modifié, je sais pas. J'ai pas regardé depuis. Mais c'est indispensable. Et peut-être aussi. Alors. C'est un peu du travail. Et nous, chez Proxygen, on fait ça dans les billets. Typiquement, nos billets de podcast, c'est pas tout ça. C'est juste le sommaire. Mais après, on a un site où on peut vraiment développer nos trucs, mettre des références et compagnie. Quand t'as que le podcast et pas de site, c'est pas possible. Et donc là, ce serait bien de mettre quelques références, je sais pas. Ouais. En tout cas, une sorte des espèces de sources. Ce serait cool. Là-dessus, je pense qu'il y a du boulot à faire. Sur le... Bon, c'est pas l'essentiel, parce que quand tu écoutes le podcast, voilà, mais ça me paraît important de le faire. Donc voilà. En tout cas, je vous invite à l'écouter. C'est 2 heures, effectivement. C'est pas très court, mais je trouve que l'idée est plutôt bonne. Faudra voir les prochains épisodes. Évidemment, ça va dépendre des sujets abordés. Je bosse pas du tout dans le monde ludique. Moi, je suis prof des écoles, donc j'ai juste de manière amateur et je fais des podcasts et tout, mais je n'y bosse pas, j'ai pas spécialement l'envie d'y bosser. J'ai fait des jeux, mais qui sont disponibles gratos et pas édités. Analyste, voilà, je suis analyste ludique, si tu veux. Donc voilà pour Analysis Paralysis, c'est toujours cool qu'il y ait des nouveaux médias. Quel jeu? Tricky War, j'ai fait. Je peux trouver ça, parce qu'après tout, Tricky War, c'est disponible, les règles sont sur BGG, j'ai fait une vidéo dessus sur YouTube, je te mets le lien dans... C'est un jeu de pli à la Challengers. Oh. Ah bah je le mets dans le truc, mais avec mon autre truc, parce que ça m'agace. Hop, voilà. Donc petit jeu de pli qui se joue avec un jeu de cartes tout simple, et voilà. Donc pas édité ni rien. Ça pourrait être Challengers, le jeu de cartes. Mais vous avez les règles sur BGG, en anglais, en français. Il y a une vidéo qui explique tout ça. Donc voilà pour ce qui est de Analysis Paralysis. On va passer à autre chose. Hop, une vidéo YouTube en anglais de Amabel Holland. Marie Holland, c'est la chaîne, mais c'est Amabel, c'est sa compagne. Qui est incroyable. Alors, Amabel Holland, elle s'est mise, donc c'est la chaîne plus ou moins de aussi Holland Spiele, qui est un éditeur américain où les jeux sont pas trouvables en France, sauf à payer des exports, des imports assez forts. Et donc, il y a des présentations de jeux et tout de chez Holland Spiele. Non, pas la sœur à François Hollande. D'ailleurs, ils sont pas du tout néerlandais. Mais voilà. Et donc, Amabel Holland, qui est autrice, qui a notamment fait Trans-Siberian Orchestra, qui a notamment fait... alors, les remarques sur le physique, par contre, on évite la toile des jeux sur ici. Et donc, je disais, ouais, elle a notamment fait Trans-Siberian, pas Orchestra, Trans-Siberian Railroad. Trans-Siberian Orchestra, c'est un groupe. Trans-Siberian Railroad, elle a fait Velociraptor, elle a fait The Field of the Cloth of Gold, plein de trucs très intéressants. Et elle s'est mise à faire des essais vidéo, c'est comme ça qu'elle les présente, qui sont incroyables. Moi, je trouve que, alors, en termes de contenu, c'est des trucs dont on discute beaucoup avec les copains de Proxy Jeux et tout, c'est des thématiques qu'on aime bien. Je trouve que, par contre, en termes de mise en forme, de précision d'exemple et tout, il n'y a pas beaucoup mieux en termes de contenu ludique. Franchement, je trouve ça incroyable. Mais entre les heures sup. Ah oui, bah là on a la pub. Voilà, génial. On adore. Je vais laisser la pub pendant ce temps, je vais aller là. Et du coup, il y a... pour l'instant, elle en a fait 2. Qui sont... est-ce que les jeux de société ont besoin de conditions de victoire? Et est-ce que les jeux de société devraient être frustrants? À quel point? Et du coup, ouais, c'est assez cool la manière dont elle développe son argumentaire. Et avec des exemples, avec un petit fond sonore assez chill, il y a vraiment, avec plein d'exemples qui parfois sortent du jeu de société, c'est vraiment extrêmement bien. Enfin, si vous vous intéressez aux jeux de société, que l'anglais n'est pas un problème, alors vous pouvez mettre les sous-titres anglais. Pour moi, c'est indispensable de regarder ça. Là, donc, c'est sur la frustration. Elle part de Steven Sausage Roll et de Getting Over It, qui est un jeu incroyable.
et de un peu appliquer ces idées-là aux jeux de société, et de notamment des jeux qui pourraient être considérés comme ratés, et qu'est-ce qui fait un bon design, un mauvais design, et pourquoi est-ce qu'à un moment ou un autre on a considéré que tout ça c'était du bon design et ça du bad design, parce que effectivement ça donne un truc assez plat et assez consensuel, et où ça va pas sortir des clous, là où là parfois ça va être pas bien, ça va donner des jeux où les parties sont peut-être pas bonnes, mais où il y a quelques moments où ça va être génial, et pourquoi est-ce que ça c'est considéré comme des bons jeux et du bon design alors que ça n'est pas le cas. Et donc il y a plein d'exemples sur aussi des comparaisons aux autres arts. Il y a un graphique qui est très parlant. Et ouais, l'habillage et tout, je trouve ça super. C'est pour moi un des meilleurs trucs que j'ai vu là récemment sur le jeu de société. Voilà, elle parle de comment provoquer des émotions avec des exemples du cinéma, qui sont 2 films considérés comme réussis et qui provoquent des émotions qui ne sont pas forcément du plaisir, et de pourquoi est-ce que dans le jeu de société, on associe un bon jeu à une émotion plaisante. Alors que dans les autres arts, c'est pas le cas. Et que voilà, ça peut être des émotions difficiles, désagréables, mais être néanmoins une œuvre marquante. Et ouais, tout est très clair, tout est très bien écrit, tout est vraiment extrêmement... il y a des exemples en dehors du jeu de société, mais évidemment, il y a des exemples aussi du jeu de société, notamment elle en tant que designeuse. Là, c'est sur This Quiet Chair. Des trucs où on vous dirait, mais ça marche pas, c'est pas bien. Et en fait, elle avec Hollandspiele, ils peuvent se permettre ça parce que c'est leur propre maison d'édition. Et donc, ils peuvent se dire, ok, allons-y, alors que là où les publishers plus traditionnels, qui sont là pour gagner de l'argent, prennent pas ces risques-là. Et j'essaie de vous retrouver, voilà ça. Il y a voilà, le publisher traditionnel, il veut arriver là, éventuellement là, mais où va y avoir où on n'arrivera pas dans c'est zéro quoi. C'est pas intéressant. Alors que il y a tous ces spectres là, et ben on en abandonne certains pour que ça plaise au plus de monde possible. Voilà, et on se retrouve avec ça, qui est pas forcément le kiff ultime quoi. Alors c'est des trucs, vous savez, c'est les jeux où on va dire ah oui ça tourne, ça marche, ça plaira aux gens qui aiment et tout, mais jamais ça va provoquer des choses extrêmes. Et on gomme les extrêmes pour garder que ça. L'extrême mauvais et l'extrême bon. Mais en fait l'extrême, et ouais, je trouve ça vraiment très très bien quoi. Avec en plus à la fin une petite présentation de tout ça et tout. C'est propre, c'est clean. Allez voir ça, franchement, c'est knard. Ouais, c'est plus tout ce qui est là, ouais, moi je dirais Knarr, ouais, Knarr aussi hein, est un peu là-dedans, clairement, je suis d'accord. C'est la plupart des jeux en fait qui sont édités, où il n'y a pas de prise de risque parce qu'il y a des enjeux financiers importants et donc des emplois, etc. Et en fait, ce qu'elle reproche, ce qu'elle critique, entre guillemets, c'est pas finalement Asmodée qui va sortir des jeux moyens, médiocres au sens premier du terme, c'est-à-dire qui comprennent des émotions moyennes. C'est plus, nous on le fait, et c'est trop dommage quand on a ce pouvoir-là, cette possibilité-là, qu'il y a des éditeurs assez indépendants, que même ces indépendants-là qui peuvent peut-être prendre des risques, ne les prennent pas, et que même du côté des plus qui pourraient se permettre ça, on reste sur une espèce de norme. Et ouais, bien sûr, ça, évidemment, ouais, les émotions diffèrent en fonction des joueurs, hein, et elles peuvent être très très variées. Donc voilà, franchement, masterclass. J'adorerais savoir, moi, en 22 minutes, faire un truc aussi pertinent en termes d'analyse et d'écriture. Je trouve ça... C'est ce que moi je veux entendre dans les chroniques de Proxy Jeux. C'est ce que... Enfin, pas dans les chroniques, dans les dossiers de Proxy Jeux. Ouais, il y en a. Là, il y a Spirit qui sort aujourd'hui d'Olibrius. Il y en a quelques-uns, et puis il y a des auteurs qui ne cherchent pas forcément d'éditeurs. Il y a des exceptions. Mais la prise de risque, c'est rarement quand même le cas. Du coup, moi, les dossiers de Proxy Jeux, c'est ça que j'aimerais entendre. Ou analyse paralysie, c'est ça que j'aimerais entendre. Je trouve ça génial. Alors là, évidemment, il y a toute une mise en scène qui est facilitée par le visuel et tout. Et ça aide aussi à provoquer certains sentiments, mais je trouve ça incroyable. Donc allez voir ça si vous aimez le jeu de société. Je pense que c'est assez indispensable. Ouais. Voilà, donc passons à la dernière news à proprement parler. C'est, je le fais tous les mois, les petites sorties de novembre prévues. J'utilise pour ça
l'agenda du passe-temps. Alors il n'y a pas toutes les sorties de novembre, mais il y en a une bonne partie, en tout cas ils sont obligés de faire une curation parce qu'en novembre il y en a je ne sais combien de dizaines. Et donc ça permet un peu de faire un tour des trucs. Alors à chaque fois il y a la petite nomenclature passe-temps, alors ils se trompent parfois, par exemple ils avaient mis je crois ça en coopératif, ce qui n'est pas le cas. Bon, ils travaillent beaucoup. Donc on va pas les critiquer là-dessus. Donc Ark Nova, j'ai pas aimé le jeu de base, je m'en fous un peu même si j'essaierai à l'occasion. Dice Throne c'est cool mais je m'en fous. Érudit du Sud, j'ai Voyageur, j'ai pas encore essayé. Hégémonie, ça a l'air incroyable. Lead Your Class to Victory, très envie d'essayer mais pas encore pu. Et ça va être difficile à sortir. Les Aventuriers du Rail Legacy, ils ont fait une vidéo dessus qui était assez cool. Je suis curieux, j'aime bien les Aventuriers du Rail, mais ça n'a pas l'air d'apporter grand chose. Nekojima, ça a l'air d'être un jeu d'adresse un peu rigolo. Mais je m'en fous un peu. Ouais, il faut être combien pour Hegemony? Je pense que c'est quand même mieux à 3 ou 4, j'imagine, je sais pas combien ils jouent, mais il y a Similo, le Seigneur Diano, Similo c'est très cool. Kojima est cool, ok. Vagrant Song, le visuel a été cool, mais j'en sais pas plus que ça. Voidfall, Paul Gara, bof aimé, je crois, mais ça m'a l'air d'être un truc bien fat. 5 Minutes Dungeon, je connais ces 5 Minutes quelque chose, mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Ça, c'est le Terraforming Mars, mais en fat. Vous savez, il y a eu Terraforming Mars, il y a eu Project Gaia, il y a eu Terra Nova, qui est une espèce de Terraforming Mars en plus light, et là, il y a Age of Innovation, qui est un peu la suite. Long History, il y a pas mal de retours positifs, je sais pas du tout ce que c'est, Shipatsu, j'en sais rien. Dracula contre Van Helsing, donc effectivement, c'est un jeu dont j'ai parlé dans une de mes vidéos, que moi je trouve très bien, qui est dispo sur BGA, qui est un jeu à 2, de contrôle de territoire et asymétrique, que moi je trouve très solide, de Théo Rivière et Maxime Rambourg, vraiment très bien. Chez Mandu Games, en effet, donc dans la collection où il y a déjà Jekyll vs Hyde. El Grande, c'est un grand classique qui revient sous une nouvelle édition, donc jeu de majorité très culte, que moi j'aime beaucoup. Ça, c'est Paul Guerra reçu Johan Servet. Johan. Ouais, et encore une fois, il y a déjà un trick est fait. Hein. Mais je suis tout à fait d'accord, il y a 1000 fois. À peu près 15 fois trop de sorties. Je sais pas, beaucoup trop en tout cas. Guilty, donc. Ça, c'est un jeu plus ou moins à la Unlock et tout, un peu enquête. Hein, on voit avec le petit bonhomme. Eux, ils ont beaucoup aimé. Paul Guerra est très curieuse. Elle a reçu Johan Servet pour en parler. N'hésitez pas à aller écouter ça. Quicksand, c'est Kites, mais avec une espèce de progression et peut-être un peu moins immédiat et peut-être un peu raffiné. Les copains de Proxygen en ont parlé dans le retour des Suns. The White Castle, le château blanc, ça va être chez Yellow dans la gamme de la cathédrale rouge. J'ai vu un let's play, ça a l'air un peu quelconque, pas mal, mais ça m'a pas l'air d'inventer, de faire tourner une nouvelle roue, quoi. Hein, mais ça a l'air assez concentré en termes de game design, je sais pas. J'essaierai à l'occasion, mais ça me paraît pas moi être un incontournable pour moi. Ça, par contre, ça a l'air trop cool, la Famiglia. Un jeu d'équipe à 4 uniquement, à 2 contre 2, je crois. Il me semble, dans l'histoire de la mafia sicilienne, ou au moins italienne. Ça m'a l'air d'être une proposition très forte. Ça a l'air très chouette. Et les visuels de Weberson Santiago, big up. Qui est aussi celui qui a travaillé sur Dracula versus Van Helsing. Obsession, ça c'est bien. Voilà, ça sort enfin, mais on le connaît depuis longtemps. Pantémort, moi je l'aime beaucoup, c'est un micro-game. La même invitation pour la Familia. Donc ouais, Obsession, c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Franchement, j'en donnais pas grand chose, mais j'aime bien. Pantémort, c'est un petit jeu de roulette russe à la con, mais vraiment un jeu à la con, mais que moi j'aime beaucoup. Qui va sortir dans la gamme de Matago. Planet Unknown, j'ai pas spécialement aimé, j'ai joué sur BGA uniquement et je trouve ça assez quelconque. Jeu moyen plus de pose de polyomino où tu montes sur des pistes pour marquer des points. Enfin, passionnant. Synchro, aucune idée de ce que c'est. Age of Galaxy, je sais pas. Ouais, Matago, ouais, alors ils se valent pas tous, hein, les microgames, mais Pantémort, je l'aime bien pour le coup. Cascadia Paysage, j'aime pas Cascadia, donc j'essaierai par curiosité, mais voilà. Ayla et l'éclat de la montagne, ça je suis curieux. Jeu solo, assez axé sur une forme de narration, a priori quand même avec des thèmes assez durs, donc malgré les visuels, c'est pas pour les gamins. Je suis curieux de ça. Imperial Miners, ça m'intéresse pas plus que ça, Maple Valley non plus. Unboxed, ça, en VO, c'est cool qu'ils le ramènent. C'est Cyrus qui a beaucoup aimé à Essen, donc Cyrus de Proxy Jeux, une espèce de truc un peu méta où t'as des trucs et t'essayes de deviner le jeu que ça va faire, ça a l'air très intriguant. Une extension pour Roi, je m'en fous, moi j'ai revendu mon Roi parce que ça fait partie des jeux, vous savez, dans la gamme médiocre. Médiocre moyenne quoi, c'est-à-dire ça apporte rien de nouveau et en termes de sentiments, bah, ça me procure rien de réjouissant ni de fort.
Radlands, donc ce que j'ai toujours pas essayé, qui est un jeu à 2. Rosenberg, ouais, ça dépend des jeux de Rosenberg. Moi, il y en a que j'aime bien, il y en a qui me sont un peu plus quelconques. Donc voilà, hein, beaucoup de sortir. Oui, c'est un auteur par contre très admirable. Pour le coup, oui, c'est un auteur très important et qu'on peut admirer. Alors, on peut ne pas aimer tous ses jeux, mais par contre, difficile de ne pas le considérer comme un grand auteur. Donc voilà pour les sorties du mois, enfin en tout cas une partie des sorties du mois. Voilà pour les actus, je vous avais dit, il n'y en a pas tant que ça. Et on va passer aux jeux sortis sur Board Game Arena. Il y a eu le mur d'Adrien qui est plus un jeu solo qu'autre chose, hein, qui est pas mal, qui a un peu trop du boui-boui-tage pour pas grand chose, où on essaye d'enchaîner des trucs et pour finalement faire une action de plus. Bon, faudrait que j'y rejoue, mais je trouve ça un peu poussif pour pas grand chose. Ça fait partie de ces trucs and write un peu plus costaud comme pouvait l'être Twilight Inscription. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, donc Gwynzer. Crypt, pareil, j'en ai entendu parler, mais je sais pas, ça j'aime pas. J'en ai parlé dans une vidéo, j'ai trouvé ça vraiment poussif de ouf et que ça apportait rien à King Domino. Orion Duel, c'est sorti il y a pas longtemps, et je crois qu'on avait fait le tour, ça j'ai pas essayé, ça m'a l'air d'être plus un truc abstrait, ça m'intéresse pas. Et du côté de la bêta, alors l'alpha je le mets jamais parce que c'est effectivement des jeux qui pourraient ne jamais sortir et donc qui préfèrent qu'on communique pas trop dessus. Il y a Dog Park, bon moi ça m'intéresse pas plus que ça, j'essaierai sûrement à l'occasion. Amalfi, ça par contre je suis curieux d'essayer, jeu Eurogame qui a des bons retours, donc plutôt curieux. Ça j'y ai joué, je trouve ça vraiment pas très intéressant au-delà de ces petits trucs là où on bouge dans la glissière. Okanagan ne connais pas. Minnesota West, c'est un jeu de cartes, j'essaierai sûrement un jour mais je connais pas le principe. Ok, Okanagan, c'est qui a fait alors? Okanagan, c'est... Ah, Emmanuel Horn est là, pour le coup ça m'intéresse parce que c'est un auteur que j'aime plutôt qui a fait Oz et Assyria. Merci de le pointer, j'essaierai peut-être. Il joue combien 2-4 Ok. Merci de l'info. 101 le match, là, 101 le match, bon, sans plus. Moi j'aime pas trop. Shogun, grand jeu. Pax Pamir, j'adorerais essayer. Enfin, grand jeu. Il a sûrement ses défauts, j'y ai pas joué depuis à peu près 10 ans. Mais avec sa tour AD et tout, trop. Enfin, pas de sa tour AD, mais si, une tour AD. Non, pas une tour AD, une tour à cube. Pax Pamir, c'est un jeu de Caldwell que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer, mais au thème incroyable. Je pense que Raoul, ça fait aussi partie des jeux que tu jouerais avec plaisir avec moi. Tortuga, pas joué, c'est dans les trucs de 1600 trucs. Il y a aussi un Hollywood et compagnie. Enfin, pas forcément 1600 d'ailleurs, 1000 quelque chose avec une date après. Daybreak, c'est un coop de. Je crois que c'est de l'auteur de Pandémie, de Matt Leacock, c'est ça? Il est où? Est-ce qu'on voit l'auteur quelque part là, les amis? Il est où votre auteur? Normalement, il est visible par là. Matt Leacock, voilà. Matteo Menapace. Menapace peut-être, je sais pas. Donc pas essayé. Mutant Crops pas essayé non plus. Ça c'est un jeu abstrait, sûrement édité par les gens qui ont fait Yoxi. Et puis bon après voilà, il y a d'autres choses. Je vais pas faire le tour non plus. Je crois qu'on avait fait à peu près tout ça. Donc pas mal de nouvelles choses. Voilà, si on résume. Du côté de Proxy Jeux, donc le podcast dont je fais partie, donc attention promo, du côté de Proxy Jeux, donc on a fait un le pour et le contre consacré à Seven Wonders Architect. Moi j'étais dans le contre, donc Benoît FX était dans le pour. Ça dure 1h40, on a pas mal discuté, 1h30 pardon, pas 1h40. Je pense que c'était cordial et qu'on a bien exprimé tous les deux pourquoi on aimait ou pas le jeu. Il y a eu ensuite le débrief de Essen. Donc je parlais de certains jeux qui ont été débriefés par l'équipe, moi j'y étais pas. Bah écoute, il y a de quoi faire, hein, parce que tu vois là c'est depuis 2 semaines où on a sorti tout ça. Et ça c'est 5 heures de podcast. Voilà. Donc, parce que chaque soir de Essen, des camarades enregistraient, et ils enregistraient un dernier truc un jeudi pour parler de la journée du dimanche. Donc bon, 5 heures de podcast, donc beaucoup de jeux essayés, hein, 49 je crois. On parlait du trop de jeux, donc voilà, hein, je vous les passe comme ça. Mais bon courage. Et nous on chapitre, donc ça veut dire que si vous voulez des curiosités, si vous êtes curieux ou curieux sur un jeu en particulier, vous pouvez aller juste à ce jeu. Je pense pas que je serai à Cannes parce que la date m'arrange pas. Mais je suis jamais allé encore à Cannes, ni à Essonne d'ailleurs. Je suis juste allé moi à PEL et puis à des bretzels et des jeux quand c'était dans le coin. Donc voilà, vous voyez, beaucoup de jeux. Hein. Tout ça, les camarades en discutent. Alors c'est des trucs en général, c'est 5 minutes, hein. 5-6 minutes, parfois un peu plus. Mais voilà. Beaucoup de choses, n'est-ce pas? Encore une fois, vous pouvez sauter directement aux jeux qui vous intéressent. C'est l'intérêt de chapitrer un podcast.
On a fait un T'as joué à quoi consacré à Quick Shot Maximum Apocalypse et le Seigneur des Anneaux Confrontation. C'est un petit format d'une trentaine de minutes où on essaie de faire pas plus de 10 minutes par jeu. Moi j'ai parlé de Quick Shot que j'ai pas aimé malgré le fait que ce soit de Seiji Kanai qui est un auteur que j'aime beaucoup. On en reparlera. Maximum Apocalypse a été couvert par Mad, jeu de zombie, et un jeu de Knizia, le docteur, A2, qui est une espèce de stratégo mais avec des pouvoirs et tout ça. Ça a l'air intéressant. Donc voilà, et le dernier, l'avant-dernier, c'est Joueur-Né, qui est un flux particulier consacré aux jeux enfants, que c'est beaucoup Cyrus qui anime ces dernières années, qui alimente. Et donc il a parlé de Nimbus là cette semaine, pendant 7 minutes. Toujours, si vous cherchez des trucs pour les enfants, que vous soyez parents, ou oncle, ou tante, ou enseignant, vous pouvez trouver Joueur-Né. Alors Joueur-Né, il est dans nos chroniques, mais il a aussi un flux particulier. Si dans vos applis de podcast, vous cherchez Joueur-Né, vous trouverez un podcast spécifique. Et donc le dernier, c'est les chroniques d'octobre, qui est sorti ce matin. Les chroniques, c'est le format où on a tous notre petit angle sur le jeu de société. Et donc elles sont sorties ce matin. En l'occurrence, il y a pas mal de petites choses. Et Mad nous parle du lancer de dés. Puis Professeur parle des jeux de déduction et notamment d'inférence. Donc on retrouve Joueur-Né qui parle de Nimbus. Et nous, avec Ben, on parle de l'Auberge Sanglante, qui est un jeu de Nicolas Robert, et autour du jeu, pour les gens qui ne connaîtraient pas, on prend un jeu et on parle d'œuvres culturelles, d'autres univers culturels que le jeu de société, donc les films, les séries, les BD, les romans, les jeux vidéo, tout ce qu'on peut, autour du même thème et parfois de la même mécanique, et donc là, on a pas mal de petits trucs. On pensait faire court, parce qu'on a moi je le trouve pas excellent, je le trouve sympa, c'est un jeu que j'aime bien, mais pas en termes de... J'aime beaucoup son thème, ses visuels et tout. En termes de sentiment de jeu, je trouve qu'il est un peu savoir à quoi, mais pas non plus incroyable. Mais par contre, thématique porteuse. J'ai pas joué avec l'extension pour le coup. C'est les forains, je crois, c'est ça. Et donc, nous, on parle évidemment de l'Auberge Rouge de 51, on parle de Sweeney Todd, des œuvres qui peuvent faire un peu référence à tout ça. On pensait faire court parce qu'on a moins d'œuvres que d'habitude, et finalement non, parce que dans la première partie où on présente le jeu, alors on n'explique pas les règles et tout, c'est pas le but, mais on a plein de petites anecdotes qui sont rigolotes. Et il y a Zef qui parle de Dorf romantique et notamment du fait d'y jouer en solo. Drew Ilana continue au plateau comme à la ville en parlant de jeux autour de New York. J'aime toujours beaucoup leur chronique, alors je n'ai pas encore écouté celle-ci, mais c'est... Mystère à l'abbaye, j'ai jamais joué pour le coup celui-là. Et Faites vos jeux, c'est une nouvelle chronique où Pionfesseur et Mad parlent de Mysterium et de manière différente d'y jouer. Il y a un petit bonus qui est le Proxy Quiz qu'on a fait, il faut que je le mette sur YouTube d'ailleurs, avec Proxy Jeux sur Twitch, qui était très rigolo, et Julien nous a fait un montage mais aux petits oignons pour vous donner une idée, et on a beau y avoir participé, nous quand on a regardé, quand on a réécouté ces extraits, on était mort de rire, c'est très très bien. Incroyable travail de Julien. Ouais, Le nom de la rose, effectivement, qui est d'abord un livre d'Umberto Eco et puis qui a été adapté par Anneau, le Seigneur des Anneaux, non, Jean-Jacques Anneau. Avec notamment Sean Connery. Donc voilà pour les news. Je le rappelle, vous pouvez m'en envoyer si vous pensez que c'est pertinent. Je ne suis pas exhaustif, il y a d'autres news, mais j'évite de faire tout non plus. Je fais des trucs qui m'intéressent. Je vous propose qu'on passe à la partie la plus grosse sûrement de l'émission, les parties de la semaine. Non, j'ai pas Instagram. Je me suis jamais mis. Je suis sur X/Twitter, mais que je pense quitter un moment ou un autre. Je suis sur Mastodon. Et puis sur YouTube. Et puis faudrait que je m'y motive un jour, mais j'ai la flemme et je lâche un peu les réseaux, notamment Twitter et tout. Peut-être que je vais essayer de basculer sur Blue Sky à un moment, je verrai. Mais Instagram, c'est un truc par rapport au visuel, tu vois. Et moi, le visuel, à part les vidéos, je suis un peu nul, quoi. Enfin, moi, les photos que je fais, c'est toujours flou et dégueulasse. Et à la moitié du temps, il y a mon doigt devant. Alors, c'est un concept. C'est un concept. Le doigt devant. Vous appelez ça un contact. Et on essaye de deviner le jeu avec le doigt devant. Salut Raoul. Et c'est pas grave pour la fin en majuscule. C'est des choses qui m'arrivent. Bon appétit à toi et bon week-end aussi. Amuse-toi bien. Y a pas de problème, t'inquiète. Je suis le premier à faire ce genre de truc. Et après à dire oups, pardon. Ouais, ça marche, avec plaisir. N'hésite pas à commenter les vidéos quand il y a des trucs. Là, je suis en train d'écrire la vidéo des opinions des jeux d'octobre 2023. Donc, passons donc aux parties de la semaine. Après une gorgée de thé. Donc, les parties de la semaine, à chaque fois, je reviens sur les parties que j'ai faites depuis la dernière émission, donc depuis à peu près 2 semaines et quelques jours.
Et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Alors, comme d'habitude, je vais pas m'attarder sur des jeux que j'ai déjà beaucoup traités. Je vais plutôt parler des nouveautés un peu. Donc celui-là, je vous en ai déjà parlé, j'ai continué à y jouer sur mobile, il y en a beaucoup en numérique. Dobro, pareil, je vous en ai déjà parlé, petit jeu d'escalade pas très marquant. Spellbook, c'est la partie que j'ai fait en live, que je trouve, donc j'y ai joué, j'y ai pas rejoué avec les modes avancés, ce qui est plutôt conseillé a priori. Et salut, bonne journée à toi, la toile des jeux, merci pour le follow, merci d'être passé, merci pour ta participation au chat, c'est cool. Donc ouais, je rappelle que moi j'ai pas du tout aimé Spellbook, je pense que ça s'est vu sur la partie solo que j'ai faite, je trouve ça très très plat, très très peu intéressant, j'essaierai quand même avec des sorts différents, mais bon. Ticket to Ride, dont je passe, j'y ai joué plein de fois, tac tac tac, le Schnapson c'est incroyable, Scram c'est toujours très bien, voilà. Ensuite, de quoi je peux vous parler, j'ai fait découvrir Régicide à Polgar. Régicide, c'est un très bon jeu gratos que vous pouvez jouer avec un jeu de cartes et qui est très bon. Vous pouvez aussi acheter pour l'édition qui est plutôt jolie. Et c'est un jeu coop ou solo dans lequel on essaie de battre les figures du jeu, donc les valets et compagnie avec nos cartes. Il y a des petits pouvoirs par couleur. Je trouve ça très bien. On n'a pas gagné une seule partie, mais je trouve toujours ça très très solide, vraiment du très bon game design, je trouve. Anami Koji, c'est pas nouveau ça. En fait, c'est nouveau parce que c'est un jeu auquel j'ai déjà joué il y a un certain temps, mais que j'avais pas joué depuis des années. Alors que c'est un jeu que j'aime beaucoup, Anami Koji. C'est un jeu donc de Kota Nakayama chez Matago dans la gamme mini. J'ai joué avec Julien, je lui ai fait découvrir, il n'avait jamais joué. Et c'est un jeu de majorité où on essaie d'obtenir un certain nombre de points, en gros, en attirant à nous des geishas, bonjour le thème, et en posant des cartes. Mais pour ça, il y a un peu un côté choix d'action. Alors ça, c'est vraiment une version custom. Choix d'action qui vont différer et qui... ces 4 actions-là, en fait, on a 4 actions par manche. Et alors, il y a des actions qui vont être un peu plus quelconques, qui sont la 1 et la 2, mais la 3 et la 4, ça va mettre en place du high split to choose, qui est une mécanique que j'aime beaucoup. Et donc ouais, je trouve ça vraiment très très bien comme jeu. Y rejouer là, je continue à penser que c'est un jeu à 2 assez indispensable. Très très solide. On a aussi joué à Donuts. Alors, Donuts, je l'ai découvert, c'est Julien qui me l'a fait découvrir parce qu'il connaissait Insert. Donc, c'est une rethématisation d'Insert. Insert qui était quand même un peu plus classe en termes de visuel avec ses. Enfin, moi, j'aurais bien vu ça chez Gigamic dans la gamme Quarto et tout, avec une belle présence sur table, comme on dit maintenant. Mais non, c'est Funforge qui a choisi d'en faire des donuts parce que c'est plus vendeur. Alors, regardez-moi ça comme c'est dégueulasse. Enfin, c'est. Enfin, ça apporte rien, il n'y a aucun sens. En tout cas, et puis Insert parlait de sa mécanique par son nom. Bref. Et c'est un jeu purement abstrait, vous savez que j'aimais pas les jeux abstraits, j'aime pas y jouer en tout cas. Et celui-là, ça passe. Il y a une mise en place qui est un peu aléatoire, je crois, avec des grilles qui sont posées différemment, ce qui permet d'éviter d'avoir des ouvertures à chaque fois du fait du même plateau. J'aime bien la mécanique d'insertion et j'aime beaucoup le fait que c'est un entonnoir où les choix se réduisent progressivement et où au début c'est très très ouvert et puis petit à petit ça reprend aussi ce qui avait été mis en place parce que les jeux ont été développés en parallèle dans Sobek de joueurs avec du placement à contrainte. Donc si je me place ici, l'adversaire va devoir se placer dans la ligne, si je me place ici, il va devoir se placer dans cette diagonale. Si je me place à un endroit où on ne peut plus jouer, il peut se placer où il veut. Le but c'est de faire un alignement de 5 et si on s'insère entre 2 jetons d'un adversaire, on retourne ces 2 jetons. C'est malin, c'est rapide, c'est tendu, moi j'aime bien. Je suis nul et je suis absolument aveugle quand je joue à ce jeu, je vois pas les ouvertures et tout, mais je trouve ça... Katala est fort dans ces jeux abstraits, rapides, efficaces et tout. J'aime beaucoup aussi Okiya, j'aime beaucoup Button Up. Un bon jeu dans ce genre, c'est pas un genre que j'aime, mais c'est un truc que j'aime bien. On a ensuite joué à Let's Dig for Treasure, qui est un jeu, le visuel vous dit peut-être quelque chose, il y avait Let's Summon Demons qui était sorti. J'adore les visuels de cette gamme, ça fait penser à Martin, vous savez les trucs Martin, mais au pays du creepy, puisque là il creuse une tombe quand même. Les visuels, ouais, je trouve ça super. Et sinon, on est dans le bête jeu de stop ou encore, avec 3 piles, où il y a des trucs où si on pioche trop de trucs, on perd notre tour, et on essaie de marquer plus de points. Ce qui est rigolo dans ce jeu-là, c'est les cartes qui ont des effets. Alors par exemple celles-ci elles n'ont pas d'effet, elles rapportent juste X points, mais celles-ci si on a, c'est des trucs qui vont pousser un peu le encore, dans le stop ou encore. Et alors c'est un peu longuet peut-être, mais surtout ça vaut le coup d'être découvert pour certaines cartes qui sont complètement absurdes en termes d'effets, et qui sont très drôles à découvrir la première fois. Et moi j'aime bien ça alors. Et c'est un jeu aussi qui n'hésite pas à se dire, ok on s'en fout, on est là pour rigoler, pour vous faire des cartes rigolotes. Vous allez finir avec un score extrêmement écarté. Typiquement, voilà, vous voyez 178-37, et c'est pas grave. Et je l'ai pas vécu comme une punition, ça m'a quand même fait marrer.
Donc plutôt une bonne surprise. C'est un stop encore qui n'invente rien, ça n'a pas la pureté d'un hit à cheater ou quoi, mais c'est cool. Planet Unknown, voilà, j'ai rejoué, j'ai refait plusieurs parties, j'ai fait des parties à 2, alors j'ai jamais joué à 3, là où à 3, à partir de 3, c'est là où on choisit où va la Lazy Suzanne et on choisit ce qu'on met devant nous et ce qu'on impose aux autres. Mais clairement pour moi, ouais, je sais qu'il est assez attendu, qu'il y a pas mal de monde qui ont aimé. Moi je trouve ça très très dispensable, je trouve ça assez quelconque. J'ai pas encore essayé les trucs asymétriques, peut-être que ça change tout, mais j'en doute fortement. J'ai trouvé ça assez moyen. On continue, on a joué à Feu de Camp, on a fait une soirée assez cool, Feu de Camp, ce jeu de dextérité dont... Salut NGY, FPS, je te dis à l'anglaise. Feu de Camp qui est un jeu de dextérité, j'ai pas mal joué, hein, vous le voyez, j'aime toujours y jouer, on a rejoué à Maudit Maudit dont je vous ai déjà parlé qui est brillant, toujours avec ce très haut score là, 17 pour Cécile, c'est incroyable, très très bon jeu, on a fait un TTMC2, moi c'est un jeu qui me lasse un petit peu, mais bon, je sais qu'on a des gens qui aiment. Bon, on a perdu, mais ça, je m'en fous. Mais ouais, pas mon jeu préféré. C'est bien, hein. Si je dois conseiller aujourd'hui à des gens un jeu de culture G, je conseillerais peut-être pas celui-là en premier, mais ça fait partie des très bons jeux qui renouvellent le Trivial Pursuit et tout. Mais bon. Voilà, j'ai continué à jouer, j'ai réussi à battre mon score. Ensuite, on a des amis qui sont venus et on a joué à Strike, qui est toujours un des meilleurs jeux de la planète. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Il y a peu de jeux aussi bons que Strike. On a pu jouer même avec un gamin de 6 ans et c'est incroyable Strike. Si vous n'avez pas Strike, il faut que vous ayez Strike. On a rejoué à Potage Sauvage. Alors c'est des amis ça, Blondine et Nico, qui n'aiment pas trop les jeux de pli, donc la partie était pas folle, mais moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, et j'ai enregistré pas plus tard qu'hier avec l'ami Cyrus pour Proxy Jeux, un jeu du mois consacré au jeu, donc on parle du jeu en long, en large, en travers, et du pourquoi on a aimé. On y a aussi rejoué en début de semaine à 5 et à 3, donc finalement j'ai joué dans toutes les configs. J'aime toujours autant, c'est cool. C'est cool. Alors évidemment c'est mieux si vous jouez avec des gens qui aiment les jeux de pli. Ce qui n'était pas le cas de cette partie, mais ce qui était le cas des parties du début de semaine où on a bien rigolé. Notre Sagogo, est-ce qu'il est par là? Est-ce que vous le voyez si je fais ça? Non, je vais aller le chercher. Il est là. Jeu qui n'est revenu des Suns. Des grosses wourfs. De quoi tu parles? T'es un gros wourf. Ça me dit rien. Wourf. C'est quoi wourf? Je sais pas. Tu me diras peut-être le mot en. Ou bien tu parles de notre Sagogo? Ou bien c'est un truc que j'ai derrière moi? Je sais pas. En tout cas, ça c'est cool, c'est rigolo, c'est assez, je dirais pas unique, mais c'est assez. Ah, Strike, ah oui, c'est. Ah, mais oui, mais Strike, mais c'est plus que bien, c'est un des meilleurs jeux de la Terre avec des cryptos, avec route et tout, mais c'est incroyable, incroyable. T'as une tension, t'as du suspense, t'as des moments incroyables, t'as plein de trucs trop bien dans Strike. Et donc, notre Sagogo, c'est un jeu assez, pas unique je disais, mais quand même assez original, assez absurde, assez, bon, un jeu d'ambiance où on va, en fait, tout le matériel est là. On a des noix de différentes formes, et on a des petits gobelets chacun ou chacune, et on a une boîte en fait, et on met toutes les noix dedans, et on pioche en simultané des noix qu'on met dans nos gobelets, quelqu'un dit stop, alors moi j'ai joué qu'avec le mode de base, et à ce moment là il y a plus que 10 secondes pour récupérer les trucs, si on est le dernier à s'arrêter, on doit donner une noix à la personne qui a mis fin à la manche, et ensuite on est dans un jeu de collection, on cache nos noix, et puis on va les enlever une par une, et c'est un jeu à élimination directe, où si quelqu'un n'arrive pas à retirer une noix, il ou elle a perdu. Et éliminé. Donc la dernière personne en vie gagne la partie. Ce qui est rigolo, c'est que c'est con. C'est très con. Mais ce qui est rigolo, on a là aussi joué avec un petit de 6 ans. Qui est donc accessible. Alors, sauf que le petit de 6 ans, à chaque fois, donc on le cache, ce qu'on enlève, il dit « Ah, mais c'est ma dernière !» Du coup, bon, ça tue un peu le jeu. Mais ouais, je trouve ça assez rigolo parce que... Alors, il y a quelques variantes et tout, que j'ai pas encore essayé. Mais il y a aussi le fait que après la première partie, en fait, tu changes quand même la façon de jouer. Parce que tu te rends compte que, comme c'est un jeu de collection, il y a des, entre guillemets, stratégies. Soit faire un monopole et donc essayer de faire en sorte que les autres n'aient aucun truc, ou soit faire une collection très variée pour essayer de tenir le plus longtemps. Il y a des objets plus petits ou plus grands, donc
en fait, c'est ouais. Est-ce que je regarde un peu ce que prennent les autres, mais du coup, je vais moins vite, donc je remplis moins. Et tout ça, c'est le bordel parce que tout le monde a une main dans la boîte. Et ouais, c'est plutôt réjouissant comme jeu. C'est pas un jeu qui va être incontournable ou qui va marquer quoi que ce soit, mais c'est un jeu très agréable à faire découvrir. Quickshot, donc j'en ai fait plusieurs parties. La première était la 4 et c'est à partir de cette partie que j'ai dit que c'était nul. Pourquoi c'est nul? Parce que Seiji Kanai est très fort, mais c'est une espèce de Battle Royale. Love Letter, on ne trouve pas du tout la puissance de Love Letter, qui est aussi un des meilleurs jeux du monde, dans le choix et l'impression d'avoir de la prise sur le jeu quand même. Là, c'est très random, c'est plus dans la veine du Roi des Nains, mais du Roi des Douces, pardon, mais que j'aime beaucoup parce que c'est des dés et qu'il y a un peu de mise en scène et que les effets sont plus rigolos. Là, c'est très quelconque. Il y a le côté à gagner la 4ème manche qui est rigolo. Il y a quelques pouvoirs qui font des synergies un peu fun. Mais c'est pas terrible quand même. Et en plus, l'édition, la rédaction des règles est catastrophique. D'autant plus pour un jeu qui tient juste sur quelques cartes, c'est inadmissible. Une édition pareille avec des règles, des cartes qui sont mal écrites, des imprécisions et tout, ça c'est zinzin. C'est zinzin. Ensuite, donc Potato Man, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je passe dessus. Mindspace, qui est un des jeux all play qui est arrivé avec Kickstarter. Regardez-moi cette couve comme elle est belle. C'est un jeu que je trouve splendide en termes de visuel. C'est un peu plus quelconque niveau mécanique. C'est un jeu où on va avoir des polyomino de couleurs et on va essayer de les placer pour marquer des points. Avant c'était... Là c'est notre cerveau. Donc en fait les différentes couleurs représentent différentes... les hobbies, l'amour, l'amitié, des trucs comme ça. Et donc vont scorer de différentes manières selon qui sont un peu thématisées. Il faut savoir que la version de base c'était sur des tatamis. Et je trouvais ça cool aussi comme thématique, où tu essayes d'organiser des trucs pour tenir sur un tout petit tatami. Je trouve ça aussi très charmant en termes de visuel personnellement. Je trouve ça vraiment joli. Là c'est autre chose. Julian Griep a fait un travail incroyable. Elle a fait que ça et Skate the Card Game, que je connais pas, mais qui est aussi, waouh, quel style. Ah là là, ouais, quel talent d'illustration, Julien Griep, c'est incroyable, je trouve. C'est incroyable. Et donc, mais ça aussi c'était beau, hein, pour le coup, je trouve. Et donc, ouais, chaque couleur va scorer un peu différemment. J'ai les joué en solo, il y a joué à deux. À deux, c'est vraiment un jeu solo, il y a juste la concurrence sur ces objectifs-là, dont les illustrations, là encore, sont... regardez-moi ça, quoi. Les couleurs et tout, c'est trop beau. Bon, la thématique, le côté, ça pourrait être un truc relativement relaxant, méditatif, c'est pas vraiment le cas parce qu'on essaie quand même d'optimiser son petit truc. On perd des points selon certains trucs et tout. Bon, les feutres s'effacent mal, ça c'est chiant par contre, franchement, c'est vraiment un gros problème dans le jeu. Et donc voilà, si on arrive à remplir des zones, on marque des points. Si on fait les objectifs en premier, on marque plus de points comme dans Welcome. Si on met du orange à côté du violet, c'est bien parce que ça c'est nos amis et faire des hobbies avec ses amis c'est plutôt pas mal. Dès qu'on fait du violet, du orange, on barre une case, ce genre de truc. Bon, il n'y a pas de manière alternative de scoring, c'est pas désagréable, c'est quand même très quelconque en termes de jeu de société. Voilà, ça on passe, hein. Hop, ça aussi. Dandelions, j'y ai rejoué pas mal, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je reviens dessus, c'est vraiment un jeu, on y a joué à 2, alors c'est mieux à 3, on a essayé hier avec une variante à 3 de mon cru, où on fait déplacer un troisième personnage de manière random, en fait, et où on détermine si... ce qui se passe quand il met un dé là où il y a des dés de même valeur, selon la valeur du dé. Ça permet un peu plus de tension, ça permet aussi de bouger un peu plus vite sur le plateau. C'est un jeu que je trouve cool, franchement. C'est une espèce de roll and move, et où à la fin il y a de la majorité et tout, mais où on roll tout au début de la partie, et où après on choisit des dés. Donc quand même un peu de gestion presque abstrait de ce point de vue-là, et où si on arrive sur la case de quelqu'un d'autre, on réavance. Si par exemple là la personne fait 3, elle va refaire 3 parce qu'elle arrivera là, donc c'est comme si le pissenlit se réenvolait. Et donc à la fin, un petit scoring de majorité et de multiplicateur assez simple. J'aime bien, il y a la case 1 qui permet de relancer les dés, j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus de cases comme ça pour apporter un peu plus de vie. Mais ouais, vraiment assez solide comme proposition, encore un bon roleplay. On a découvert Hollyoak. Hollyoak, c'est un jeu de Tom Lehman, Monsieur Race for the Galaxy, ou Roll for the Galaxy, ou Jump Drive, ou New Frontiers, ou Res Arcana. C'est un jeu de pli. Donc moi j'aime bien les jeux de pli, vous savez, qui est I2, illustré par Harald Liske, qui se destine soi-disant à des teenagers. Il y avait ça dans... Enfin, les teenagers, s'ils achètent ça... si vous voulez designer un truc pour les teenagers,
voilà, c'est pas exactement la couve la plus vendue ce qui soit. Par contre, c'est un bon jeu. On y a joué à 3 et j'y ai joué à 4 après. Clairement, c'est à 4 qui prend son truc parce que y a un truc très sympa à expliquer avec les saisons. En gros, il faut suivre à la saison donnée. Si on peut pas, on peut jouer ce qu'on veut. Mais si on joue une carte de la saison qui suit, donc j'ai pas de printemps, je joue de l'été, et ben à ce moment-là, la saison qui mène, c'est plus le printemps, c'est l'été. C'est la personne qui a mis la carte la plus forte de l'été qui gagne. C'est malin, c'est facile à expliquer du fait de la thématique. Et donc il y a certaines cartes qui ont quelques points, 1 point ou 2 points. Et si on fait aucun pli, ou tous les plis, je sais plus, je crois que c'est tous les plis. Il y a un truc en tout cas, un Shoot the Moon, qui rapporte pas mal de points. C'est quand même assez dur de le faire. Et il y a une carte qui permet de revenir en arrière. Il n'y en a qu'une. Je trouve que, alors à 4 c'est mieux, c'est plus vivant. À 3 c'est un peu long. Et je trouve surtout que il y a trop de plis où il y a trop peu d'enjeux. Et où du coup, en fait, il y a trop peu de cartes qui rapportent des points. Et ce qui fait que la plupart de la partie est pas passionnante. Mais il y a quand même le système qui est solide, qui est thématique. J'aimerais aussi qu'il y ait un peu plus de cartes de retour dans le temps. Moi j'aurais bien aimé aussi. Alors à 4 du coup ça va mieux. Et à 5 ça doit être pas mal aussi. Parce que on gagne en dynamisme. Et aussi notamment les coupes et tout, ça bouge peut-être plus vite de saison. Là où à 3, c'est un peu plus plan-plan. Moi j'aurais bien aimé un truc qui pourrait ajouter un peu d'enjeu, alors après ça sort le jeu de son côté très accessible, relativement accessible. Ce serait, je sais pas, un scoring si t'as X cartes d'une saison ou des trucs comme ça qui rajouterait un peu d'enjeu en fait aux phases de pli, je sais pas. Mais en tout cas ouais, plutôt très bien. J'ai bien aimé, j'ai hâte d'y rejouer, je sais pas s'il sera disponible un jour en France. Peut-être pas avec ces illustrations de Harddisk, mais voilà, j'ai rejoué à Spade, ça faisait longtemps, j'aime toujours autant ce jeu. On avance, le renard des bois j'ai rejoué aussi, vous voyez que dans des lieux on en a pas mal de parties. Voilà, et la partie de Hollyhock s'arrête quand on a atteint un certain score qui dépend du nombre de joueurs ou joueuses. Voilà, ça c'était la partie à 4, on avance, Boston Hosting toujours cool. Planet Unknown, j'ai fait découvrir Peter, on a fini à 1 point d'écart, bon il n'a pas trouvé ça non plus merveilleux je crois. J'ai fait découvrir Polgara Moon River, vous savez ce que j'en pense, je crois qu'elle n'en a pas pensé bien plus que moi. Mais on ne s'attarde pas dessus. Caboodle, bon, j'ai joué plusieurs fois à Caboodle, qui est un jeu dans la veine un peu d'un comment ça s'appelle, pas Quarto, truc là, ce jeu chez Yellow, vous voyez de quoi je parle en voyant ces visuels. Quinto? Non, c'est quoi ce jeu? Et en gros c'est des dominos avec en plus un peu du truc, ce jeu, ce fameux, et où vraiment on a certaines tuiles qui sont pas visibles de l'autre, et puis on doit les poser de manière domino, donc il faut que ça corresponde à toutes les tuiles à côté desquelles on les pose, et on marque autant de points. Par exemple, si je pose ça à côté de ça, je vais marquer 6 points de rouge, et il faut marquer le plus de points une fois que la pile est vide et que notre main est vide aussi. Bon, c'était sur BGA, on a fait plusieurs parties. Voilà. Là par exemple, il faudrait que je mette un truc où il y a au moins ces 3 là. Vous voyez qu'à chaque fois ça doit vraiment correspondre exactement, ce qui fait que parfois il y a des blocages parce que certaines tuiles n'existent pas. C'est pas mon genre de jeu, je trouve ça assez quelconque. Si je veux jouer à ce jeu là, franchement je joue à l'autre jeu là, Quirkle, putain voilà, Quirkle, c'est ça. Ouais, je trouve pas ça, je trouve que c'est assez inutile comme jeu. J'ai essayé Astra contre un random sur BGA. Écoutez, je réserve mon jugement, c'est un jeu... je sais pas, je trouve pas ça magnifique. La thématique me branche pas plus que ça, mais quand même pas mal d'interactions, peut-être mieux à plus, mais on va commencer les trucs sur certaines cartes qui va ouvrir des possibilités à l'autre, que quand on fait des cartes, ça lui permet aussi de récupérer quelques bonus, et où voilà, il y a des petits effets sur les cartes qui sont pas inintéressants. Voilà, et puis on essaie d'avoir plus de points, ça c'est plus quelconque. En gros ça s'arrête je crois quand quelqu'un a fait X constellations. Et on marque des points selon diverses méthodes. Je pensais que ce serait vraiment nul. Je pensais en fait que c'était un peu un truc and write, et en fait pas tant que ça. Alors la thématique, on s'en fout un peu. Mais ouais, écoutez, en termes de sensation de jeu, je réserve mon avis. Ça se trouve, en faisant 2-3 parties de plus, je vais trouver ça très quelconque. On a des petits jetons qui permettent de rejouer directement, des trucs comme ça. À voir, je me réserve. J'ai pas trouvé ça si nul que je le pensais, quoi, en fait. Donc ça, c'est de qui? C'est de Patrick Porcolab. Je pensais vraiment que ce serait un thème genre un peu là pour rien. Alors le thème est un peu là pour rien, mais franchement ça passe.
et c'est chez Super Meeple en français. J'ai trouvé ça, donc ils se sont mis à 3 et j'ai trouvé ça pas si pire. D'une partie, donc je réserve mon... Oula, là je me suis trompé dans le score. Je pense pas qu'elle est 656, je pense qu'elle avait 65. Ou 56, mais je pense plutôt 65, faudra que je corrige ça. Et du coup, on a pas mal joué à ça avec Pauline, parce qu'elle aime bien un peu pour le coup. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Tac tac tac. Alors, Biblios Dice sur Android, il y a une appli qui est sortie. Écoutez, j'ai jamais joué à Biblios de base, qui a une réputation correcte. Je sais pas combien il y a là, et il est toujours 434, ce qui est un bon truc. Ça me fait penser un peu au Cité Perdue, le jeu de dés, le roll and write là. C'est vraiment très quelconque. On balance les dés et puis il y a un draft de dés, un draft ouvert de dés où on va avancer sur des pistes ou bien on va récupérer de l'argent et où voilà, la partie s'arrête soit quand quelqu'un est arrivé tout en haut de la piste du pontificat ou de l'évêché, j'en sais rien, et ou bien quand on est arrivé à un certain nombre de colonnes et la première personne en haut, ça dépend du nombre de joueurs, va marquer, enfin la personne la plus avancée va gagner X points, le deuxième X points, le troisième X points, multiplié par la valeur du dé, des dés sur lesquels on peut bouger un peu, donc il y a quand même un peu de choix et tout. Je trouve quand même ça assez plan-plan, pas très passionnant. J'aime bien en fait, juste le fait c'est qu'il y a une espèce de marché qui va augmenter à chaque tour, et quand il atteint 7, on va faire une phase de I split to choose où en gros on a des cartes thunes, donc c'est à ça que ça sert de récupérer de la thune, et où il va y avoir une espèce d'enchère tour après tour pour essayer de récupérer un dé ou l'autre, et si c'est nous qui déclenchons la phase de marché, et on les sépare un peu comme on veut, donc ce côté I split to choose puis un peu enchère. Bon voilà, c'est pas passionnant, hein, c'est oubliable. On a joué à ça, qui est donc... c'est où? C'est là. Petit jeu qui m'a été ramené des Suns, More or Less, qui se présente comme un jeu de pli, mais c'est plus un jeu de choix simultané, de puzzle, très 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 épuré, j'aime assez. Je vous avais parlé de James Rizzi, que j'avais trouvé quelconque par Knesia, dans le côté assez minimaliste et très très resserré. Celui-là, pour le coup, j'aime bien. Faut savoir qu'on n'aura que 4 cartes en main quand on joue. Il y en a une qui est écartée face visible, une autre qui est écartée face cachée, et on a chacun que 4 cartes. Il y a 3-1, 3-4, 2-2, 2-3, et au dos des règles, il y a ça, où il y a un petit jeton qui va être posé dessus, et où, si moi j'ouvre, et si je respecte cette condition quand on a posé nos cartes simultanées, on va avancer dans le sens des aiguilles d'une montre. Si par contre ça n'est pas respecté, c'est l'autre qui prend la main, et on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et donc la personne qui vient de prendre la main, il faudra qu'elle pose une carte plus grande que moi pour garder la main. Le but c'est de gagner le 4ème pli, comme dans Quickshot, la dernière manche. Mais c'est beaucoup mieux que Quickshot, parce que du coup en fait, là où on se dit ça va être complètement random, en fait on se rend compte que ce qu'on essaye de faire, ce qui n'est pas facile, c'est de préparer cette dernière manche vers un truc où il y a plus de probabilité qu'on gagne. Donc selon les cartes qu'on a en main, on peut se dire là j'ai envie de perdre pour que ça aille là, et puis ensuite de regagner pour que ça revienne au égal, parce que pour que ça revienne au plus petit, parce que moi j'ai un des trucs comme ça. Alors ça reste limité en termes de choix, hein. Il y a pas, surtout qu'il y a une carte qu'on connaît pas du tout, et voilà, là pour le coup il faut essayer un peu de se rappeler ce qui est joué et tout, mais je trouve en termes de game design vraiment très très minimal, c'est assez solide de la part de Michel Dewitt chez Gaming Biz. C'était 2 à 5 balles selon le jour où vous l'achetiez. Je crois qu'il était proposé en jeu gratuit avec un autre jeu. Franchement, si vous avez l'occasion, allez-y. On n'a pas trop les sensations d'un jeu de pli, mais plus de jeux à choix simultanés, mais c'est plutôt sympa. On a joué à Souviens-toi, j'ai fait qu'une partie, j'aimerais rejouer, j'ai une plutôt bonne impression dessus. C'est ce jeu de Sashi and Sashi, et de Daryl Cho également, illustré par Takako Takarai, qui illustre tous les jeux de Sashi et Sashi, donc c'est en français chez Matago, donc c'était Remember Our Trip en japonais. Écoutez, les jeux de Sashi and Sashi ont une patte visuelle qui est magnifique, je trouve ça fou à chaque fois, moi je trouve ça splendide, l'idée, ça peut faire penser un peu à Maps of Mysteria, que j'ai toujours pas joué, mais l'idée c'est que on a visité soit Singapour, soit Tokyo, ou Kyoto peut-être, je crois que c'est Kyoto ou Singapour, et on essaye de se rappeler de ce voyage qu'on a fait ensemble, et de le comparer à la réalité du terrain. Et donc on va comme ça récupérer des petits jetons qu'on va poser sur notre plateau perso, et quand on arrive à faire certaines réalisations qui sont déterminées par la taille entre guillemets ou le positionnement de, voilà, typiquement si j'arrive à mettre 3 jetons bleus comme ça, je construis un hôtel, et ça veut dire qu'effectivement il y avait bien un hôtel, ça me rapporte des points, et ça veut dire qu'effectivement il y avait bien un hôtel à Singapour à cet endroit. Il y a quelques restrictions de placement et tout comme d'hab, on essaie aussi de poser les bonnes couleurs là-dessus pour marquer des points à la fin, mais donc ça veut dire que sur ce plateau central, c'est de vous le trouver,
on va placer un hôtel. Et qu'effectivement, il y avait un hôtel. Et donc, par la suite, les personnes qui vont construire des hôtels ici et qui vont valider l'hôtel pourront marquer quelques points en plus. Mais si c'est pas le cas, en fait, ils se sont trompés dans leurs souvenirs. Alors peut-être qu'ils vont quand même marquer quelques points. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on peut avoir une différence entre le plateau principal et le plateau personnel qui symbolise les souvenirs qui s'effacent et que quelqu'un avait une meilleure mémoire. Et ça, c'est la réalité, entre guillemets, de Singapour ou de Kyoto. Et alors, c'est pas marquant de fou, je trouve le thème magnifique. La manière dont la mécanique et le truc de jeu rentrent en cohésion avec l'idée du souvenir, c'est super. Il y a vraiment quelque chose d'assez poétique en fait dans l'idée du souvenir, qui est assez rare dans les jeux de société. Alors ça reste un jeu très mécanique avec son petit scoring de points et tout, qui n'a rien de sensation de rêve ou de poésie en termes d'émotions ressenties, mais plus l'idée du jeu l'est assez. Et voilà, donc je sais pas si les auteurs de Maps of Mysteria avaient connaissance de ce jeu avant, parce que clairement il y a ce côté-là de souvenir commun contre expérience personnelle qu'on retrouve, même si je pense que Maps of Mysteria est un peu différent. Donc voilà, et puis il y a des petits contrats, essayer de marquer des points comme ci, comme ça, voilà. Donc plutôt une bonne surprise, j'attends d'y rejouer. Je pense que, alors on y a joué à 2, il y a un peu de place pour tout le monde. Je pense qu'à 3 ou 4, tu te tiens un peu plus la bourre, je pense que je préférerais à 3 ou 4. On avance, et donc je suis allé chez l'ami Cyrus, lundi et mardi. On a joué à Familiar's Trouble ou Trick and Trouble, et le premier truc rigolo, c'est que ça c'est illustré par Clemens Franz. Alors que vraiment, c'est pas le style visuel dans lequel il officie habituellement, et c'est plutôt joli. C'est un jeu de Fukutaro qui a fait d'autres choses intéressantes, mais je sais plus quoi, comme ça. Wolfenhund, je crois que ça me tentait, et Idle Hands aussi, voilà. C'est des jeux qui me tentent, et je crois qu'il va sortir des trucs intéressants là dans les temps à venir aussi, plutôt côté éditeur si je dis pas de bêtises. Donc là c'est un jeu de pli coopératif qui est sorti en 2014, donc 5 ans avant The Crew, qui est uniquement à 3, donc moi j'aime bien les jeux qui assument d'être complètement à un nombre de joueurs ou joueuses, et l'idée c'est qu'on va avoir des petits contrats pour chaque pli en fait. En fait, au début de la partie, on va révéler un certain nombre de contrats, et l'idée c'est que pendant le pli, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait 7 jaunes et un vert, et on peut en valider plusieurs dans un même tour évidemment, et d'atteindre un certain score, sachant qu'il y a différents niveaux de contrats, et on choisit où on pioche quand on est la personne qui mène. Il n'y a qu'un pli, c'est du must follow de base, mais voilà, du coup, si on peut pas suivre, on peut mettre ce qu'on veut, ce qui permet de valider certains trucs. C'est pas mal, c'est pas non plus inoubliable, hein, c'est clairement pas The Crew en termes de plaisir de jeu, de coopération, de sentiment, d'impact sur le jeu. Cette version est très jolie, je trouve. C'était Familiar's Trouble du coup. Mais c'est pas mal, c'est pas inoubliable, mais ça se joue. Si vous êtes 3, voilà, bon. Maintenant il y a The Crew qui existe, donc j'aurais plus tendance à recommander celui-là en termes de jeu coop. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Ça se trouve pas forcément très facilement, mais c'est pas une mauvaise acquisition de la part de Cyrus. Je pense que ça mérite d'être dans une ludo si on aime les jeux de pli coop. Je leur ai fait découvrir du coup Dandelions, qu'ils ont plutôt bien aimé. On a joué à Tell Me More, qui est un jeu un peu dans la veine de Il était une fois, un jeu où on raconte des choses, et où alors il y a un côté assez sympa, c'est pas mémorable non plus, alors on a fait qu'une seule partie, et où donc on a une espèce de truc, et puis on raconte ensuite on raconte une histoire pendant 2 minutes, et à la fin on a des questions, et en fait on va nous donner notamment quelques mots-clés sur lesquels qui vont nous indiquer, c'est ce qu'on voit en bas de la carte ici, qui vont un peu nous orienter sur les discussions, parce qu'à la fin, il y a des chances que, du coup, les questions portent sur ce genre d'éléments. Donc là, ce serait accident, indication, abandon de poste. Donc c'est des trucs qu'on essaie de caler, parce qu'on se dit qu'il y a des questions qui vont être posées dessus. Mais c'est rigolo la création de l'histoire. Alors ça plaira évidemment pas aux gens qui sont pas à l'aise à l'oral. C'est clairement un jeu pour les gens qui aiment ça. Et bon... nous 3 ça allait, on était à l'aise. Ça reste assez léger comme proposition, je trouve. Ça n'a pas la puissance d'un petit meurtre fait divers, alors c'est pas non plus la même durée de jeu, donc c'est beaucoup plus facile à présenter. C'est aussi un peu moins dur je pense pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Et là c'est typiquement le genre de questions qu'on peut avoir. Bon, j'en ai fait une partie, j'ai trouvé ça pas nul, mais c'est pas non plus. Et pourtant j'aime bien les jeux de tchatch, hein, mais là j'avoue que ouais, tu fais ton histoire, tu réponds aux questions, bon, pas plus que ça.
Ensuite, donc on a rejoué à Potage Sauvage. J'étais avant Cargo, on a eu 3 fois le même objectif. On a rejoué à Cat in the Box, qui est toujours cool. Voilà, pas un gros score, mais Gaël qui a gagné tout juste et qui était une bonne partie quand même. C'est toujours un bon jeu avec plein de trucs qui se passent. Et du coup, Muneyuki Yokuchi, Muneyuki Yokuchi, Yokai Septet. Vous savez que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, vous voyez là 72 parties. Mais c'est un jeu que j'ai peu joué en physique, je crois que c'est que ma 2e partie en physique ou 3e. Et en fait, c'est parce que du coup, en plus de Potage Sauvage, celui-là va aussi être dans les jeux du mois qui vont venir. C'est une spéciale jeu de pli. Et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer un Muneyuki Yokuchi pour un peu préparer ça. Et alors ça a plu ou pas, Cargo n'a pas aimé du tout parce que pour lui qui aime bien le contrôle et tout, la déduction dans les jeux de pli, là c'est un jeu quand même assez baroque avec ces 7 couleurs qui ont 7 valeurs différentes et dont l'échelle des valeurs n'est pas la même et tout. Pion va pas non plus accrocher plus que ça du fait du côté un peu brain et qu'il trouve ça un peu presque, je mets des mots dans sa bouche qui sont peut-être pas ça, mais un peu de l'apparat plutôt qu'un truc qui sert vraiment le jeu, ce côté 7 couleurs, machin, 7 échelles de valeur, et où finalement ça apporte pas forcément grand chose à un jeu de pli plus simple. Moi je sais que c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve assez fort d'un point de vue de la proposition et de l'idée de départ et que je trouve quand même bien réalisé. C'est vrai que c'est un peu plus accroché je crois quand même. C'est vraiment un jeu que j'aime bien, j'aime beaucoup sa version A2 aussi, mais voilà, très très bien. Ensuite, on a joué à Wizard's Cup, que Cyrus m'avait ramené des Suns, ce petit jeu de Seiji Kanai, mais qui lui a l'air cool. C'est le petit Challengers, mais on choisit l'ordre de ses cartes, puisque on va avoir X cartes, 6 dont une qu'on écarte, et les 5 qui restent, on va les mettre dans l'ordre de notre choix, et ensuite on va résoudre comme dans Challengers, et il y a des petits effets sur les cartes, et comme dans Brave Rats ou quoi, la valeur la plus haute l'emporte, sauf qu'il y a aussi des affinités, donc l'eau l'emporte sur le feu de base, et ensuite, par contre, si l'affinité bat pas l'autre, le côté pierre-feuille-ciseaux, c'est la valeur qui est importante, sauf si pouvoir. Moi, j'avais un peu une peur. Alors moi, j'ai fait une partie un peu bizarre, je me suis dit, vas-y, on va tout de suite tester le jeu. J'ai jamais changé l'ordre de mes cartes. J'ai perdu de 1. Puisque c'est la première personne à obtenir 2 points, c'est le best of 3. Alors c'est assez joli, je trouve, en termes de visuel, par Yamamori du coup. J'avais une peur, c'est que moi ce que j'aime dans Challenger, c'est le côté très random, vous savez que c'est ce qui m'a inspiré pour Tricky War. J'avais peur que choisir l'ordre, alors il n'y a que 6 cartes, ce soit trop brain pour l'expérience. Et en fait, ça va. Parce que ça crée en fait la méta qu'il n'y a pas dans Challengers, sans que ce soit non plus un peu comme Marvel Snap du côté de deck building. Ça évite en fait le côté trop long de certains trucs méta. Là, comme on n'a que 6 cartes, on se dit vas-y. Alors lui il a joué ça, qu'est-ce qu'il peut faire, un peu de guessing et tout, mais ouais, plutôt cool. J'attends de voir un peu. Effectivement, on est plus dans les 10 minutes que dans les 15-30 minutes. Ce qui est plutôt une bonne chose pour moi là, vu le format du jeu. Si c'était 30 minutes, ça voudrait dire que pour moi c'est trop brain, je pense. Même 20 minutes serait trop long pour ça. Là ouais, j'ai trouvé ça plutôt bien. J'ai pas été je pense aussi bluffé que Cyrus, mais j'ai envie d'y revenir et Seiji Kanai a fait un jeu de merde cette semaine et un bon jeu. Donc voilà, il est à l'équilibre. Nous avons rejoué à Agricola. Alors Agricola, les amis, petit jeu d'Uwe Rosenberg, c'est la toile des jeux qui en parlait tout à l'heure. Petit jeu d'Uwe Rosenberg, vous savez, rien du tout, pas du tout marquant. Je n'avais pas joué depuis 10-11 ans. Et j'en avais pas un bon souvenir, j'avais le souvenir d'un jeu très punitif. Et là, la partie, alors, j'ai pas trouvé ça merveilleux, je vais me poser un peu en faux et lancez-moi des pierres, mais je trouve ça passe. Mais en fait, j'aime bien la partie des cartes, mais je trouve la pose ouvrier et la partie gestion un peu quelconque. Ça m'intéresse pas beaucoup. Par contre, j'ai plus trouvé ça frustrant, c'est là qu'on voit qu'on évolue aussi en tant que joueur. Parce que finalement, le côté punitif, qu'on pourrait juger punitif de la mort de certaines personnes, de certains personnages de notre famille, bon, en fait, c'est assez facile de s'en prévenir. Et ce qui est plus dur, c'est effectivement de créer un moteur de points de victoire. Alors, on voit mon score. J'ai fait 20 points. Voilà. Ce qui viennent surtout des cartes. J'ai fait moins 11 points à la fin à cause des trucs. Évidemment, il y a une marge de progression. C'est un jeu qu'on peut apprendre à maîtriser et tout. C'est évidemment le cas. Mais comme moi, je m'amusais avec les cartes, en fait, j'ai plus fait les cartes que vraiment le territoire. En fait, je trouve que, alors c'est pas comme Terre d'Arles ou des trucs où il y a vraiment trop d'action, mais il y en a quand même un peu trop pour moi. Et je trouve qu'en fait, les conséquences de nos choix et puis le fait de se dire, je vais faire ça plutôt que ça, en fait, ça m'intéresse pas trop de les analyser et de considérer ces conséquences.
là où les cartes, je vois plus les espèces de synergies qui peuvent se mettre en place. J'avais notamment une carte rigolote parce qu'on a joué avec un deck spécial qui me disait le dernier tour tu joues pas, mais ça vaut 8 points, donc c'est pas mal. Mais bon, ouais. Du coup, il y a un côté où je l'ai pas trouvé punitif, contrairement à il y a 10-11 ans. Donc moins désagréable à jouer, même si la punition peut être agréable et tout. Dans Empire Zen qui sort cette semaine, je trouve ça très bien. Là, ça m'avait laissé un mauvais souvenir à l'époque. Là, c'est moins le cas de ce point de vue-là, mais en fait, c'est d'autres reproches que j'ai où je trouve que le côté, ouais, poste d'ouvrier, développement spatial, machin, ça me laisse un peu froid et ça me procure pas grande émotion. Comme dit, il y a l'aspect carte qui heureusement est là, mais bon, voilà, donc un peu refroidi par Agricola. Donc voilà, il faut des gens qui n'aiment pas trop Agricola. Il en faut aussi. Donc ça, c'est Morless, Quickshot. Pionfesseur nous a fait jouer à Ursupe, Primordial Soup, un jeu de Doris Mataos et Frank Nestel chez Ziman Games, mais qui était à l'époque chez Doris et Frank. Un jeu de 97 qui est très curieux. Alors moi j'ai trouvé ça beaucoup trop long et un peu répétitif, et le côté rigolo du début finalement tend à se répéter et puis à trop peu... Alors super, moi j'aime beaucoup les visuels, j'aime beaucoup la dynamique de jeu. Ça pourrait être un jeu abstrait ou presque, parce qu'il y a très peu d'aléatoires, en fait, il n'y a que cette pioche qui est aléatoire, il y a aussi le lancer de dés à certains moments qui peut pour le coup là être punitif, et complètement déséquilibrer un peu certaines choses, mais sinon voilà, c'est un jeu où on se place, où on dépense des trucs pour acquérir des pouvoirs et où tout est visible, y compris au début de chaque tour où on va se diriger. Et alors c'est un jeu où on joue plus ou moins des amibes qui vont faire caca et qui vont manger des cacas des autres si on veut, enfin les nutriments des autres pour faire ensuite leur propre caca de couleur, et où s'ils n'arrivent pas à manger, ils perdent de la vie. Sauf que ils perdent de la vie, on peut les remettre plus tard sur le plateau, mais sauf qu'à la fin du tour, plus on a d'amibes sur le plateau et plus on gagne de points. Et également plus on a de gènes, donc les cartes, plus on marque de points aussi. Donc il y a ce côté-là, et on finit quand on atteint X points. C'est vraiment une proposition que je conseille à tout le monde, pour le coup. C'est vraiment assez... La thématisation est vraiment cool, les pouvoirs sont rigolos, alors il y en a qui sont claqués, mais ils sont tous un peu claqués en fait, selon ton style de jeu, donc ils sont tous intéressants, c'est rigolo ces versions-là. Incroyable. Mais du coup, ouais, moi j'ai vraiment trouvé ça trop long, c'est-à-dire qu'en fait, le côté fun du jeu et le côté un peu imprévisible, il y a un côté, on en parlait après le jeu avec Pionfesseur et tout, et moi je le compare un peu à Agario, mais Agario, il y a une espèce de côté hypnotique du fait du visuel et des trucs qui bougent comme ça. Là je trouve que comme on est sur de la manipulation par les mains et tout, il y a moins ce côté hypnotique, mais ouais, c'est un jeu que je conseille, que moi je trouvais que les émotions qu'ils m'ont fait ressentir, en fait ils me les ont fait ressentir les 30 premières minutes, et qu'après pendant 1 heure et quart, en fait ils faisaient que répéter ces émotions là et que ça m'apportait pas grand chose. Mais ouais, il y a quand même de la vie dans le jeu, et c'est important dans un jeu où c'est censé représenter un peu la vie. Donc ouais, pour moi c'est pas un banger ultime, alors que pour Pionfesseur c'est vraiment un jeu qui place très très haut dans son kiff. Mais c'est un jeu curieux, trop long je pense, qui m'apporterait en fait plus de plaisir à être plus court, parce que ça me porterait pas l'ennui de la deuxième moitié de partie ou des 2 derniers tiers de partie. Mais en tout cas, ouais, si vous avez l'occasion de l'essayer ou de vous le procurer, je vous le conseille, vraiment. C'est quand même une bonne découverte. Merci Pion pour la découverte. On a aussi découvert ça, alors ça c'est donc de Amabel Hollande. C'est un jeu de Cube Rail où il s'agit de gérer, vous savez, ces jeux entre part d'action d'entreprise et en même temps placement des rails par ces entreprises sur le plateau, et où on va gagner des actions, selon les actions qu'on a, on va gagner X points quand il y aura des dividendes, etc. C'est le premier, je crois, Cube Rail que je fais vraiment. Et c'est vrai que c'est un jeu curieux, parce que les règles sont très simples, l'édition est très bien, c'est-à-dire que il y a vraiment une lettre de jeu où vraiment la séquence de jeu est bien rappelée, où il suffit de dérouler le truc. Alors il y a pas mal d'étapes, mais elles vont très vite. Et l'idée est assez simple, je crois qu'on a fait une erreur de règle par contre, mais peu importe au fond. Par contre, il y a un côté où c'est assez bizarre à jouer, et c'est pas accessible, je trouve, comme jeu. Parce que il y a déjà une enchère initiale où on se vide un peu, où après on n'a plus de sous, et du coup c'est eux qui ont les sous, mais du coup comment on fait? Du coup les dividendes ne nous rapportent pas autant que... Enfin, et c'est assez difficile et particulier à gérer de ce point de vue là, quoi, je trouve. Et donc ouais, j'aime bien, mais il faut que j'y rejoue, parce que
On a joué à 3, alors c'est peut-être mieux aussi à 4 ou 5. Je crois qu'il est plus recommandé à 4 ou 5 sur BGG. Ouais, c'est ça, 4, 5, 5 même. À voir. Je suis curieux d'y rejouer. J'ai pas d'avis définitif sur le truc. Je trouve qu'il y a des moments un peu frustrants, un peu durs à sortir et où du coup il y a plusieurs tours où tu fais rien, mais ça va dans le design de Annabelle Holland, ce qu'elle disait, c'est à un moment ça peut ne pas marcher aussi. Et peut-être que c'est un jeu où à la première partie tu te plantes parce que tu connais pas assez le système de jeu et le level design et tout, et où il faut plusieurs parties pour le maîtriser, et ma foi pourquoi pas. Je pensais aussi, on a joué à Trick of the Rails, qui est là, qui est ma version brésilienne, et c'était sympa. Je trouvais ça un peu bizarre parce qu'il y a un peu un côté 18x aussi, mais jeu de pli. Moi j'aime bien de manière générale ce jeu. On a fini à vraiment pas grand chose pour le coup dans Trick of the Rails. J'ai découvert Romirami sur BGA et on y a pas mal joué aussi avec Pauline. Écoutez, de 2 à 4, j'ai joué que à 2. Donc de Antoine Lefebvre, édité par Randolph. J'en attendais rien, vraiment. Je suis pas un grand fan du Rami et tout. Écoutez, je trouve que c'est très solide dans un petit jeu de cartes. Parce que ça fait partie de ces petits jeux qui laissent juste assez d'espace de choix et assez d'éléments pour que on ait l'impression d'avoir que nos choix aient de l'importance, et pour laisser des alternatives et tout, et offrir de l'enjeu aux décisions qu'on prend. Notamment, il y a déjà de base effectivement les petits contrats. Voilà, on va essayer de faire des trucs pour récupérer des contrats, si possible les plus chers. Mais à ça s'ajoute le fait que si pour les contrats on utilise les couleurs indiquées en bas des contrats, ça rapporte plus de points. Parce que les cartes qu'on a utilisées, on va les conserver, c'est 1 point par carte, donc c'est quand même pas négligeable. Donc voilà, tu vois, ce contrat je le ferais bien, mais je vais utiliser aucun truc comme ça, donc ça va me rapporter 2 points, alors que ça pourrait m'en rapporter, je sais pas, 4 par exemple. Et il y a aussi, enfin, bon, c'est plus négligeable, mais c'est important au niveau du score, c'est, j'essaie de vous trouver une image. Alors déjà plein d'images de la part de Hachette Board Games, merci, c'est cool, c'est pratique. C'est ces trucs-là qui sont des espèces de contrats en fin de partie qu'on gagne si on a la majorité sur les contrats de type cerise ou les contrats qui demandent 3 cartes. Donc écoutez, ouais, il y a ce petit truc là qui a un point ou qui a un joker, bon ça c'est assez quelconque, mais ouais, je trouve que c'est assez intéressant en termes d'espace de choix, de tempo, pour que ça soit un bon petit jeu. On reparle de Muneyuki Yokuchi. Alors j'ai pas eu le temps de faire essayer aux camarades parce qu'en fait sur la boîte il y a écrit 30 à 60 minutes. La vérité c'est que c'est 10 à 15 minutes. Et c'est un petit jeu de collection et de stop ou encore, un peu à la Coloretto, qui est plutôt très sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors ça invente moins de choses, c'est moins bizarroïde que le son Yokai Septet ou Cat in the Box, c'est moins conceptuel. Mais par contre il y a un peu comme ce que je disais sur comment ça s'appelle sur ce truc là sur Romirami, c'est un jeu où il y a vraiment quand même du choix ici et là, suffisamment pour que tu aies l'impression de faire. Parce que du coup, à la fin, il y a des petites majorités selon le nombre de cartes. Donc, c'est un jeu où il y a 1-1, 2-2, 3-3, etc. jusqu'à 10-10. Et ou comme dans Coloretto, on va avoir X colonnes, donc soit le nombre de joueurs, soit 2-3. Et où on va piocher une carte et l'ajouter à une colonne, sauf qu'on ne peut pas la mettre dans une colonne où il y a déjà la même valeur. Donc le 1, il va forcément être bon, mais par contre le 10, il y a des chances qu'on en tire un deuxième. À la hit, etc. À la Coloretto, c'est pas le cas, il n'y a pas ce côté stop ou encore. Enfin, un petit peu, mais pas de cette manière avec l'explosion. Et si on fait exploser, on prend que la carte qu'on vient de tirer. Donc on a quand même cette carte-là, mais on passe à côté d'une colonne complète. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la partie, donc on fait sur les majorités. Donc la personne qui a la majorité du set va gagner 1 point. Mais là où c'est cool, alors c'est pas le cas à 2, mais à 2, on compte juste les 7 qu'aurait l'adversaire. Et du coup, en fait, c'est important. De se dire là, un peu comme dans Startups ou quoi, de se dire je veux avoir la majorité, mais j'aimerais bien qu'il en ait aussi pour me rapporter des points. Parce que si j'ai la majorité des 7, j'ai 1 point, mais si j'ai 4-7 et que l'autre en a 3, j'ai plus 1 point par carte chez l'adversaire. Donc ça me ferait 4 points au lieu de 1. Donc c'est quand même pas négligeable. Et toutes les majorités sont, les égalités sont brisées par le fait d'être dernier joueur, donc, ou d'être premier joueur, enfin d'avoir le jeton premier joueur ou première joueuse à la fin. Donc ça donne l'enjeu au fait d'avoir ce jeton à la fin quand même. Et pour l'obtenir, il faut prendre en dernier, donc prendre plus de risques. À partir de 3, on compte aussi les cartes qui ont été défaussées. Pas à 2, mais à partir de 3. Donc ouais, il y a plein de petits éléments de choix. Il y a aussi ces cartes spéciales, il y a aussi le fait que certaines cartes qui ont des clés dessus, là, ces petits symboles, là, ça rapporte 1 point par carte, donc en fait c'est aussi des points faciles. Ça compte pas dans les majorités, mais par contre c'est à la fois un 3, un 5, un 7 et un 9 quand c'est dans les colonnes. Donc vous voyez, il y a plein de petits éléments qui alourdissent pas le jeu, qui vraiment reste un jeu très très simple,
mais qui apporte plein de petits éléments de choix et de l'enjeu, et je trouve ça vraiment vraiment solide dans sa proposition, quoi. Donc très très content d'avoir découvert ça. J'ai rejoué à Startups avec Lana, Drew et un bot, parce que A3 c'est pas bien. Donc Lana découvrait, et c'est toujours aussi bien. J'ai rejoué à Kobayakawa qui est arrivé sur l'appli On Games, qui est toujours... Kobayakawa c'est tellement bien, il y a des sensations un peu du poker avec... Tu regardes ta main, tu fais des paris sur le truc, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais pas gagner, est-ce que si je ne participe pas au tour en cours, est-ce que je parie sur la personne qui je pense va gagner, à combien je parie, enfin plein de petits trucs qui font que c'est vraiment très 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 cool. Je trouve ce jeu très très bien. Voilà, et on va regarder sur BGG les parties d'hier ou d'aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai pas joué à grand chose. Alors, il a du mal là, BGG actuellement. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas? Allez, on se réveille, les amis. Voilà, on va aller sur mon compte, comme ça, puisque ça me... Waouh, c'est long à charger. Chronological. Allez, on avance. Ah si, voilà, j'ai joué à Non Merci, mais on en parle après de Non Merci. Donc voilà pour les parties de la semaine, donc plutôt des bonnes découvertes, des trucs cool et tout. Je vous propose, donc pas de partie de jeux vidéo cette semaine, je vais pas jouer des jeux vidéo, je vous propose qu'on passe à la partie hors jeu. Et donc dans le hors jeu de cette semaine, deux livres, un premier qui est Jouissance Club de June Pla. Je crois qu'on dit June Pla, il me semble, c'est écrit dans son truc. Et donc ça vient d'un un compte Instagram qui était Jouissance Club, et où il y a plein d'illustrations, ça c'est elle qui dessine. Et alors c'est donc chez Marabout. Et alors il y a sans doute plein de trucs très intéressants pour apprendre à se connaître soi-même et à connaître l'autre. Autrui, quoi, en termes de plaisir, en termes de physiologie, en termes de plein de choses. Les illustrations sont plutôt minimalistes et plutôt élégantes. Par contre, les amis, c'est très mal écrit. Alors, après, enfin, ça c'est moi qui... J'ai eu du mal à le finir, en fait. Alors que vraiment, en plus, en termes de texte, il y a vraiment quasiment que dalle. Alors, je sais que c'est sans doute pas le but de faire un livre qui remporterait je ne sais quel prix en termes de style et tout. Mais là, vraiment, c'est pas possible, quoi. Il y a en fait plein de choses intéressantes, mais l'écriture, on dirait que c'est effectivement de l'écriture Instagram. Et en fait, ça fait un peu genre, vous voyez les vieux qui essayent de parler jeunes, il y a un peu de ça, quoi. Mais là, c'est à l'écrit, donc c'est encore pire. Et bon, bah, voilà. Au-delà de l'intérêt de la chose, évidemment, je vous conseille ça si vous vous intéressez à la sexualité, la vôtre ou les autres. Mais bon, et puis c'est assez élégant et tout, mais ouais, franchement, ouais. Ça n'empêche pas en fait d'essayer d'écrire correctement et de faire un truc qui soit un peu agréable à lire, quoi. Moi, pour le coup, j'ai vraiment eu du mal et ça me brûlait les yeux, quoi, la façon dont c'était écrit, quoi. Donc voilà, j'ai pas trouvé ça merveilleux de ce point de vue-là, quoi. Enfin, après, encore une fois, c'est certainement utile pour plein de monde, pour plein de raisons, et c'est bien toujours de parler du plaisir des différentes personnes. Mais bon, si ça pouvait être mieux écrit, j'aimerais bien. Voilà. L'autre, c'est une BD. Wonder Woman Dead Earth, que m'a prêté Jérémy, merci à lui. Comics One Shot de Daniel Warren Johnson, illustré par Daniel Warren Johnson, chez Urban Comics en français. Et donc l'idée c'est que c'est Wonder Woman, mais alors c'est assez stylé au niveau des visuels, je trouve. Mais l'idée c'est que effectivement on est dans une version un peu post-apo, où vraiment il y a eu des gros soucis sur la Terre, et notamment parmi les héros où ils sont presque tous morts. Il y a quelques flashbacks où on comprend comment Wonder Woman est devenue ce qu'elle est, et où elle doit prendre un peu la tête. Alors au début elle est capturée pour être un peu jetée au lion et tout, et pour distraire le peuple, mais petit à petit elle devient leader de certains trucs, et puis il y a des histoires blablabla, de machins, de trucs, bon, de pourquoi est-ce qu'elle a été mise comme ça, qu'est-ce qu'elle a fait, des twists ici ou là, etc. Bon, et aussi de combattre des grandes menaces, blablabla. Je vous avoue que le trait, je le trouve plutôt cool, franchement, mais par contre, j'ai trouvé à la fois les thématiques et la manière dont elles sont traitées plus quelconque, quoi. Ça m'a pas passionné. Le côté post-apo, bon voilà, on l'a déjà vu, et c'est un peu longuet en fait, c'est des relances ici et là, et ça apporte jamais grand chose. Donc bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un truc que je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque.
on a fini avec le hors-jeu, c'était rapide, on va pouvoir passer et finir avec une petite partie. Et alors la petite partie du jour, ça va être consacré à Non Merci, ou aussi appelé No Thanks, qui est disponible chez Gigamic en français, qui est un jeu de Thorsten Gimler, illustré, j'imagine que ça dépend des versions, mais au choix par Oliver Freudenreich, Denis Lohuysen et Atelier Leventor. C'est un jeu qui est un jeu de 2004, hein, donc c'est pas du tout une nouveauté. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui ? C'est pour parce qu'il y a aujourd'hui Empire's End qui sort, qui est un jeu que j'aime bien, j'en ai parlé dans ma vidéo de mars je crois, que j'aime bien pour différentes raisons, notamment pour son cœur mécanique et les sentiments de jeu qu'il procure, et qui en fait le cœur mécanique c'est typiquement celui de Non Merci, c'est-à-dire de mettre des ressources, alors dans Empire's End il y en a plusieurs et tout, pour éviter de se prendre une carte. Dans Empire's End, c'est pour éviter de se faire détruire un bâtiment ou des bâtiments. Et il y a toute une question de gestion de moteur en plus. C'est un peu longuet, moi je trouve, Empire's End, mais... et également, dans Empire's End, il y a quelque chose que n'a pas No Thanks, c'est un thème, et ce sentiment de se faire détruire son truc est très très fort avec le thème, et donne des sentiments vraiment de douleur et tout. Je trouve que c'est très 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 cool dans son cœur de jeu, Empire's End. Après, c'est un peu boursouflé pour pas grand chose, en fait c'est trop long pour ce que c'est, je trouve. D'une manière différente du Urzupe, c'est-à-dire que le sentiment j'arrive à le ressentir tout le temps, mais un peu répétitif et tout, au point que je crois que l'auteur a mis une règle pour commencer, pour faire une version plus courte, donc c'est qu'il est au courant. Mais clairement, ça c'est le cœur mécanique, c'est éviter de se prendre des trucs. Celui-là c'est le cas. Donc là je vais jouer là-dessus parce que j'ai regardé sur BGA mais il y avait personne qui était dispo. Donc c'est un mode TTS où on peut rajouter des computers, ils font pas n'importe quoi, donc ça va. Donc là on va jouer à 5. Et ce mode est très bien fait. Donc on a ces jetons que les autres ne voient pas, donc vous voyez qu'on ne voit pas ceux des autres. Et donc à notre tour, soit on prend la carte qui est là, sachant que la carte c'est le nombre de points qu'on marquera à la fin, le but c'est d'avoir le moins de points possible, soit on met un jeton, et quand on prend la carte, on récupère aussi tous les jetons qui vont avec, qui sont des points protégés, enfin qui nous font gagner des points à la fin. Donc c'est cool de les avoir. Mais, ou bien soit on pose un jeton pour ne pas se prendre de truc. Donc vraiment le truc de Empire's End avec les ressources. Et il y a une subtilité en plus. Là on va mettre un jeton parce que 28 c'est beaucoup, les cartes vont jusqu'à 35, hein, donc voilà. Je pense que la 3 c'est pas très bien, mais voilà, il faut monter à... Donc là on voit que le mode est bien fait, hein. Il y a 8 cartes, il y a 9 jetons, 10 jetons, bon on va le prendre. Il y a une subtilité, c'est que si on prend des cartes qui se suivent directement, donc par exemple le 27, 28, 29, il n'y aura que le 27 qui me fera perdre des points. Donc ça c'est encore une petite subtilité, vous voyez, je parlais de Romirami et de Only One Collection. C'est la petite subtilité en fait qui donne encore un autre choix et un autre enjeu à nos choix. Donc là on va prendre ça. Tac, donc le 21. Et là donc c'est nous qui engageons, on va éviter de le prendre. Mais du coup le 27 peut être intéressant à prendre, alors qu'on n'aurait peut-être pas dit au début. On va faire 2-3 parties je pense, hein, parce que ça se joue vraiment très très vite pour le coup. Bon, j'y avais jamais joué alors que c'est vraiment un classique. Et en fait quand je parle d'Empire's End on me dit toujours ah mais en fait c'est No Thanks, c'est Non Merci. Et je dis bah oui mais j'ai jamais joué à Non Merci. On me dit mais t'as jamais joué à Non Merci, alors que c'est un classique, hein, de 2004. Et c'est vrai que j'y avais jamais joué et que c'est très bien en effet, je trouve. En tout cas. Donc on est à combien? On est à 4. Tac. Ouais je trouve ça vraiment cool. Ah sinon je pourrais essayer de me dire que j'ai du 28 au 34, mais ça me paraît un peu chaud. Il y a quelqu'un qui va la prendre. Et après t'as ce côté un peu de allez vas-y j'en rajoute, et si ça refait un tour je vais prendre au moins 3 ressources de plus, donc c'est cool. Vas-y, je vais peut-être essayer de le prendre celui-là, si j'arrive à prendre le 27 ce serait bien. On va essayer un tour de plus, mais voilà, là raté. Et c'est la prise de risque, c'est vas-y, j'aimerais bien encore récolter quelques jetons, parce que c'est aussi, si t'as plus de jetons, t'es obligé de prendre la carte, hein, donc c'est aussi tes ressources, quoi, c'est vraiment des ressources, quoi. Ouais. Le 7, bon c'est pas mal le 7. Bon là ça fera pas le tour jusqu'à moi, hein, clairement. Si, bon, alors je le prends, hein. Parce que je crois qu'il y avait 5 jetons avec, bah je vais le prendre aussi, parce que si je fais 5, 6, 7 c'est très bien. On va voir, là on va le laisser un peu tourner. Le 6 il n'est pas encore tombé, hein. Donc ouais, très bon jeu effectivement, c'est un classique et je comprends tout à fait pourquoi. C'est un très bon jeu de cartes, je crois que c'est un auteur allemand, je vais vérifier, tiens.
Et il y a vraiment ce côté du jeu de cartes à l'allemande, très malin, avec pas grand chose. Et moi je trouve ça très brillant. Et effectivement, on retrouve complètement le sentiment de. Ouais, c'est un allemand. De Empire's End en fait. Sauf que dans Empire's End, il y a quand même ce thème en plus qui vient renforcer le sentiment de destruction, qui est plutôt vraiment réussi, je trouve. Mais le 23, il m'intéresse pas trop. Mais en fait, même s'il n'y avait pas cette histoire de nombres qui se suivent, le jeu serait déjà bien. Mais juste, c'est le petit truc qui se rajoute et que je trouve vraiment brillant. Qui donne en fait tout un autre enjeu au truc, quoi. Le 23, j'en veux pas. Donc voilà, si vous connaissiez pas comme moi depuis 2004, c'est un peu un petit incontournable, je trouve. Donc là, il y a quand même 10. On va quand même continuer. « 31. Le 30 il est tombé, ouais, donc je vais peut-être éviter. Bon, j'ai plus beaucoup de jetons par contre. Donc c'est le danger. Ouais, je vais éviter de le prendre le 31. Il veut pas le prendre là, le Green Computer, il abuse. Bah si, quand même, ouais. Ouais, les bots jouent pas n'importe comment dans ces modes. Il y a aussi un mode comme ça pour Startups. Il y a aussi un mode comme ça pour Fuji Flush, donc sur Tabletop Simulator. Et franchement, ils sont solides et les IA font rarement absolument n'importe quoi, quoi. Donc c'est plutôt cool. Vas-y, on va bien refaire un tour. Ah non, il va le prendre. Il va le prendre. Putain, j'aurais dû le prendre, évidemment. Ah là là, ça commence à être un peu la misère. 32, j'en veux pas. Il a 29, 30, 31, il va bien le prendre. Et ouais, il y a quand même un peu une tension et tout qui se crée, qui est assez cool. Le 6, par contre, il est pour moi, STP. Non, non. J'aurais fait 5, 6, 7, c'est honteux. Bon, allez, donne-moi ça au moins. Oh là là, j'aurais fait le 5, 6, 7, quoi. Laisse-moi le 4. Ouais, donne. 13, j'en veux pas. Et donc ça s'arrête évidemment quand il n'y a plus de cartes dans la pioche. Ah bon, voilà. Ouais, bon bah c'est pas brillant. Ça va donner quoi ça, donc moi j'ai 37. Ouais. Donc je suis quand même deuxième, écoutez, ça va. Ça va, ça va. Je pensais avoir fait pire que ça, à vrai dire. Mais non, 37, ça passe. Tac. Et du coup, je vous propose qu'on en refasse une. On va rajouter un joueur, enfin une IA, pour jouer à 5. On en fera peut-être une dernière avec encore plus, mais on verra. Alors le 13, ça va le 13, c'est pas la mort. Et donc forcément, plus tu rajoutes de joueurs, moins il y a de chances que ça revienne jusqu'à toi, mais en même temps si ça revient à toi, plus il y a de ressources. Le 10, il m'intéresse. Ouais, si je fais ça, par contre, le 10, il va jamais me revenir. C'est que 10 points, ça peut valoir le coup. Comme ça, je l'empêche d'avoir le 10, 11, 12, 13, lui, même si, bon, voilà, plus de personnes, forcément, c'est un peu plus rare quand même aussi. De réussir à faire une longue suite, quoi. Non, mais le 30 personnes n'en veut, évidemment, pour l'instant. Si, ok, c'est assumé. Et donc le nombre de jetons distribués dépend aussi du nombre de joueurs ou joueuses. C'est si on est 3 à 5, donc là on en donne 11 au début, à 6 on en donne un peu moins, etc. 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 Il y a bien quelqu'un qui va la prendre là, non? Voilà. Le 15, lui il va la prendre, non? Ah ouais. Étonnant. Celui du 18, il va la prendre, ah non. Voilà, privé. Laissez-la moi celle-ci. Ouais, je le prends parce que ça me va avec mon 10, c'est très bien. Le 6, ouais, le 6 c'est un peu chaud parce qu'il faudrait que j'ai 6, 7, 8. Ça me paraît un peu tendu quand même de réussir à choper 3 cartes comme ça. Attention, c'est les 3 qui vont s'enchaîner, hein, on sait pas. Et évidemment, petit à petit, on connaît de plus en plus de cartes. Ah, on en enlève 9 quand même, ce qui est important. Effectivement, des informations sont pas entièrement complètes, je vais quand même le prendre. On en enlève 9, ce qui est quand même un bon nombre. Et c'est cool. Mais du coup, petit à petit, on a de plus en plus de probabilité de tomber sur les cartes, mais il y a toujours ce risque. C'est vraiment du design épuré comme moi je l'aime, hein, avec la tension qu'il y a autour d'une table et tout. C'est ce que je kiffe, moi. Bon, bah là, il va le récupérer le 31 parce que c'est bien pour lui. Ah ouais. Ah bah là, je l'aurais pris par contre. Mais en même temps, il peut se dire qu'il y a peut-être un tour de plus quand même qui va être faisable. Voilà, donc là, il a réussi à faire un tour de plus. Ce qui ne m'arrange pas. Ah, c'est pour moi, ça, vous me le prenez pas, hein? Non, c'est bon, yes.
Allez, le 8. Et si j'arrive à avoir le 7, là, c'est banco, quoi. C'est vraiment le best move. Le 23, j'en veux pas. Pour l'instant, je suis pas mal. Évidemment, il est possible de faire en plusieurs manches et de faire que... d'arriver à X points, quoi. Le 29. Il y a bien monsieur 27 qui va le prendre, le 29, là. Ou bien toi, là. Tu veux pas le 29? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Oh là 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 là. S'il va se gaver. Ah non, il l'a quand même pris, lui. 14, ouais, bah ouais, ça vaut le coup. 24, ah ouais. Il espère que ça fasse un tour. Ça risque de le faire, hein, donc ça l'arrange bien. C'est vraiment excellent. Enfin, pourquoi j'ai jamais joué à ça, quoi? Alors que c'est tellement bien. Ah bah là, tu me gagnes. Putain, il se cave. Il y a combien? Il y a 11. Ah vas-y, va te faire avoir, tu ne l'auras pas. Le 12, est-ce que le 11 est déjà tombé? Non, mais bon. Tac. Ok. Il va le prendre le 12. Non, pas tout de suite. Oh là 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 là. Merde. Ah bah oui, 28, pourquoi pas. Le 25, je peux le prendre. Ouais, ça me donne 3 points, c'est bien. Le 21, par contre, je m'en passe avec plaisir. Tac, allez. Allez, prends-le, ton 21, là, me casse pas les pieds. Toi, là, avec ton 23, non. Bah le 20, tu le prends, non? Ah non, t'espères que ça fasse le tour encore, et ça va sûrement le faire, c'est ça le pire. Voilà, allez, gaffe-toi. 33, j'en veux vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Mais genre, vraiment pas. Prends-le, toi, t'as le 31. Peut-être le 32 qui va tomber. Purée. Heureusement, là, on a de la ressource, mais... Oh. 14 à prendre quand même, 15. 16. Ouais. Ouf. Et là, lui, il peut se gaver en se disant, ouais, ben, je vais attendre, et puis vous allez mettre plein de ressources. Ce qui est drôle, c'est qu'il le fait quand même, en général. Enfin, ils sont vraiment bien codés, leurs IA. Ah bah, il l'a pris pour l'en privé, pour le coup. Ok, le 17, je n'en veux pas. Lui, il va en vouloir, par contre. Le 16, il est pas tombé encore, donc il peut espérer, bah voilà. C'est la dernière carte, bon, je m'en souviens. Il va le prendre. Ouais. Je m'en sors très bien, je pense. Non? C'est 29. Première victoire, j'ai jamais gagné avant. Mais je vous propose qu'on en fasse une toute dernière. J'ai même largement gagné. Une dernière, mais cette fois à 6 pour voir comment ça tient à 6. Et puis après, ce sera très bien. Alors, on va rajouter lui. Et c'est play again. Ok, ah oui. Là, du coup, au début, on en a que 9. C'est un peu moins. C'est un peu moins. Pour le 34, ouais. Ah, peut-être, s'il y a vraiment beaucoup de jetons, je le prendrai. Il faut que je m'assure de pouvoir récupérer ça. Ouais, je pourrais le prendre là. Si... Allez, on verra. Ça m'a rapporté 11. Ça me coûte 23 points pour l'instant. On verra. Si j'arrive à choper d'autres trucs qui me rapportent pas mal de points, ça peut être intéressant. Parce que du coup, l'économie est quand même assez particulière, parce qu'il y a de l'économie sur le long terme, le moyen terme et tout. On se dit, ça me rapporte tant à ce moment-là, donc ça me coûte tant, mais en même temps, si ça me permet de récupérer des jetons plus tard pour un truc que personne ne veut, c'est pas... Enfin, il y a plusieurs niveaux d'économie comme ça, c'est rigolo. 32, je le veux bien. On va bien laisser faire un tour, encore. Hein? Ils vont bien me laisser encore en récupérer. Ah non, putain. J'ai le seum. Ouais. Ah, le 33 est pour moi, par contre. Mais je vais le prendre tout de suite, parce que lui, il va le prendre avec son 32. Le 5, je vais le prendre. Le 28, j'en veux pas, par contre. Là, pour l'instant, j'ai 38. 28, personne n'en veut, bien sûr. Bien sûr. Tu me piquais le 32, je peux pas le prendre celui-là, sinon ça me fera moins 31 points, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Et lui, là, il va se gaver. Ah, bah non. Lui, il va couper l'herbe sous le pied. Et donc, faut quand même estimer ça à un certain moment, et c'est pas forcément facile. Hein.
Le 9, j'en veux pas. Ouais, c'est relativement intéressant. Ok, le 20... Ah, lui, il espère bien que ça va lui revenir. Ah, il peut essayer... Non, maintenant, il peut pas. Je pense que ça va lui revenir, malheureusement. 23, ouais, ça aussi, c'est plutôt cool pour eux. Pour lui aussi, potentiellement. Ouf. Ça fait beaucoup, là. Ah ouais. Bah lui, ouais, pas mal. 18 ne m'intéresse pas trop. Est-ce qu'il peut intéresser? Ouais, il peut intéresser le rouge. Ok. Le 10. 22, j'en veux pas. Toi, tu vas bien le prendre là avec ton 23, non? Ou toi avec ton 21. Voilà. 27. Voilà. Le 24, j'en veux pas non plus. Mais par contre, j'ai plus beaucoup de jetons, donc ça craint un peu. On va le prendre parce qu'il faut que je me renfloue un peu. Le 17, on n'en veut pas. 15 non plus, à vrai dire. Et le 19, bah, il peut le prendre, voilà. Ouais, un peu moins brillant pour le coup qu'avant. Donc voilà, c'était Non Merci ou No Thanks, selon comment vous l'appelez, qui est un jeu que je trouve vraiment très très solide, effectivement, qui mérite sa place de classique, hein, je crois que c'en est un. Et ouais, vraiment, vraiment très bien, quoi, je trouve. T'as 13 points pour... Waouh, violet, ouais, je pense que les écarts peuvent se creuser si on est plus nombreux, hein, j'imagine, mais ouais, non, non, très très bien, un bon espace de choix, ce petit twist de, ben là, voilà, mais le fait qu'il y ait 9 cartes écartées, j'ai pas grand chose à en redire. Aussi vous propose-je que nous passions à la conclusion. Voilà donc pour l'hebdo du jour. Alors vous avez vu, même si les parties de la semaine, il y en avait quand même pas mal, c'était quand même relativement court. Enfin relativement, c'est 2 heures. J'espère que ça vous a plu en tout cas, que ce soit sur Twitch, sur YouTube. Sur YouTube, n'hésitez pas à suivre la chaîne et puis à également peut-être mettre des commentaires si vous avez des choses à remarquer sur les jeux dont j'ai parlé ou sur les actus. Normalement, comme dit, je devrais réussir bientôt à sortir la vidéo d'octobre 2023, alors soit la semaine prochaine, soit celle d'après. En tout cas, je suis sur la fin de l'écriture là. Après, il me reste le montage et tout. J'ai déjà récupéré quelques ressources visuelles. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Passez un bon mercredi. Est-ce que des gens streament? Sans doute. Il y a Barricadé qui stream. Je vais vous envoyer vers Barricadé. Et puis voilà. Tac. C'est comment que ça se passe. Et je vous souhaite à une prochaine. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, selon le moment où vous écoutez ou regardez ça. Ciao. Tu comprends? Les vrais clients ont changé. Et qu'on s'en aperçoit à peine, sauf les gens, sauf bien sûr, vous êtes au courant, mais les clients ont changé, je veux dire. Les clients de la télévision, c'est qui? C'est plus les auditeurs. Les clients de la télévision, c'est les annonceurs. C'est eux les vrais clients. Les annonceurs, c'est les vrais clients, il n'y a plus de... Et alors, je disais dans l'édition, il y a un risque, c'est que les vrais clients des éditeurs, ce ne soient pas les lecteurs potentiels, ce soient les distributeurs. Quand les distributeurs seront vraiment les clients des éditeurs, qu'est-ce qui se passera? Ce qui intéresse les distributeurs, c'est la rotation rapide. La rotation rapide, ça veut dire les trucs des grands marchés, à rotation rapide, régime du best-seller, etc. C'est-à-dire que toute littérature, si j'ose dire à la Beckett, toute littérature créatrice sera écrasée par nature.